À chaque fois, lorsque nous parlerons ici et que nous aurons la preuve par 9, que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté, nous serons très heureux. Mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct au canal 307 sur Canal Plus International. La télévision, c'est Info TV. Nous irons comme d'habitude jusqu'à 11h52. C'est un début de semaine. Nous vous promettons encore de très grands moments de télévision. Ce matin, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Bernard Dobasson est confortablement installé pour la dénonciation de ce lundi. On accueillera tout à l'heure Stéphane Barga pour le compte de la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Ce lundi matin, nous marquerons un arrêt probablement pas majeur pour parler de l'une des écoles les plus prestigieuses du Cameroun. Il s'agit de l'École nationale d'administration et de magistrature, la fameuse ENAM. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir comment entre-t-on finalement à l'ENAM? Est-ce le mérite ou alors tout simplement les tripatouillages? Et nous aurons pour prétexte le dernier concours, le dernier résultat du concours de l'ENAM qui fait couler beaucoup d'encre et de salive entre ce que certains ont appelé les noms des morts et maintenant les autres tripatouillages. On essaiera de comprendre si ce sont des opinions caricaturales ou alors l'on n'est pas très loin de la réalité. L'ENAM au passé, au présent et probablement au futur, c'est en direct sur Espace Miné ce matin, 10h, 11h52. Si vous êtes connectés, sentez-vous privilégiés. Et nous accueillons nos amis qui répondent déjà présents. Ils sont venus, comme d'habitude, nous témoigner de leur amitié et sans doute également de leur soutien. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Bonjour à mes co-discutants de ce matin. C'est un peu avec la mort dans l'âme, si on peut le dire ainsi, que nous prenons la parole en ce matin dans le cadre de cette émission devenue culte. Pourquoi la mort dans l'âme? Parce que d'une manière ou d'une autre, ce qui touche nos concitoyens nous touche de même. Il y a eu une tragédie au cours de la nuit précédente au quartier Mbankolo. Voilà. On devait justement en parler, hein, mais vous pouvez commencer à en parler. Je profite donc de l'occasion qui m'est ainsi donnée pour présenter mes condoléances comme ça aux nombreuses familles attristées. Et toute notre sollicitude, les vôtres avec les miennes, et nous espérons que des mesures, ma foi, seront prises pour que nous n'assistions pas, je ne sais pas, puisque nous sommes en pleine saison de pluie, à un désastre bis. Très bien. Voilà. On en parle tout à l'heure dans le cadre de l'actu presse. Le temps pour nous d'accueillir le sucre national, Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné présents ce matin. L'affaire de Mbankolo touche tout le monde. Si vous vous souvenez, à mon anniversaire, il y avait quelqu'un qui était venu spécialement pour moi, qui était très proche de moi, qui réside du côté de Mbankolo, suivez mon regard. J'espère qu'il est toujours vivant. Oui, donc la personne est toujours vivante. Je l'ai appelée très tôt ce matin pour m'enquérir de la situation et elle m'a expliqué à peu près où ça s'était passé. C'est vraiment tragique, c'est très triste, beaucoup de personnes sont décédées, les images sont atroces. Je voudrais aussi par la même occasion vous remercier, vous et M. Niemek, qui m'accompagnent au quotidien. Vous aviez l'information en off, mais pas ceux qui nous regardent. Vous savez que chez nous, dans la confrérie du Mbok, pour être consacré, il y a 3 étapes. Donc il y a la première, l'Iboroli Mbok, la deuxième qui est le Bikomo, et la troisième qui est le Saï Mbok, même qui est la consécration définitive du Mbok. Donc vous saviez que le week-end dernier, samedi, j'étais du côté de Pouma pour passer la première grande étape des 3, dont le Liboroli Mbok. Monsieur Niemek m'a facilité en m'accordant une voiture qui m'a ramené au village dans le cortège dans lequel je devais partir. Donc, vous également, vos bénédictions que vous m'avez présentées le vendredi m'ont également bien accompagné. Je suis bien rentré. Tout s'est bien passé de ce côté-là. Donc, je voudrais remercier rapidement un bon Bok Pingi Mbouspi qui est mon parrain dans le MOC, un bon Bok Mumben Sat qui était présent ce jour-là, Mbombok Mbila qui était également là, et Mbombok Tamginjol qui était là, qui m'ont accompagné pour la cérémonie, et surtout Mbombok Mborbasson que tout le monde connaît. Mbombasson. Qui est... Lui, c'est un grand frère et c'est un ami. Vous savez que c'est le frère de mon père, donc il m'a accompagné, il m'a béni, il m'a fait des autres facilités que je vais garder privées. Naturellement. Donc je remercie tous ceux qui ont prié pour moi, tout s'est bien passé, je suis content d'être là ce matin.
De toutes les façons, Bernardo Basson, lorsque vous êtes à côté des énergies positives, la positivité vous suit. Hein. Tout à fait. Et lorsque vous êtes à côté des énergies négatives, la suite également, vous la connaissez. Tout à fait. Ce n'est un secret pour personne. Nous nous en vantons. Que ce soit Pierre Blériot, que ce soit Perfecto, nous dégageons de l'énergie positive. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Voilà, vous êtes venu ici, et vous étiez déjà dans ce processus. Et je pense qu'il ne s'est pas interrompu. Pas du tout. Il continue calmement. Mais ailleurs, vous allez voir que même les bonbons là ne voulaient plus vous revoir. Il dit, tu appelles encore bonbon parce que tu es vraiment petit, je n'ai pas le temps. Tu appelles un bonbon, un gibous, vraiment, je pense même que j'ai encore bien réfléchi là. Ton affaire là, nous avons fait un mauvais casting. Mais on verra. Voilà les gens avec qui, et même on verra qui, parce que tu es à côté des gens qui dégagent une énergie négative. Bernardo, on s'arrête à ce niveau ce matin, mais vous reprenez la parole pour vous dire la journée de quoi ce matin. Alors, il s'agit de quelle journée internationale ou mondiale? On a 2 journées mondiales, la journée mondiale de la poste et la journée mondiale du handicap. Concernant la Poste, c'est la journée mondiale pour réfléchir sur tous les bienfaits de la Poste depuis qu'elle a été instituée. Et concernant le handicap, c'est la journée mondiale pour la préservation des droits des handicapés et la protection de ces personnes-là qui n'ont pas demandé à l'être. Donc il est important qu'elles soient considérées comme des personnes à part entière dans la société, qu'elles soient intégrées dans toutes les classes et couches sociales, et bien sûr qu'on leur accorde le respect qui leur est dû. Donc aujourd'hui, 9 octobre, est la journée mondiale consacrée pour non seulement la protection du handicap et des handicapés, mais aussi de la Poste. Merci beaucoup. Hein. À côté de toi, nous accueillons notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il est toujours présent, toujours au rendez-vous. C'est le digne fils de Boubien-Bel, Pierre Blériot-Niamec, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs et bonjour à votre panel. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin, un peu fatigué. Ça peut se comprendre, mais ça va aller, hein, ça va aller. Puisque nous n'avons presque pas de repos. Oui, au-delà de ça, je sors de mes éternels massages de lundi, mercredi et vendredi. Qui vous masse? C'est une femme ou bien un garçon? Pour le moment, c'est un homme qui me masse. Il y a des femmes dans la structure. Et pourquoi vous ne voulez pas être massé par une femme? Non, je pense que la charge pondérale de mon poids nécessite que celui qui me masse ait quelque chose dans les biceps. Parce qu'il faut porter, il faut tourner. Bon, de toutes les façons, les femmes qui sont là-bas sont capables de le faire et de très bien le faire. Il a tellement été désigné que ce soit un garçon qui, par coup de chance aussi, est mon neveu. Voilà, je l'ai trouvé là-bas, je ne savais pas qu'il était devenu kiné. Je savais qu'il était en formation quelque part, je ne savais pas ce qu'il faisait. Et donc, les promoteurs et autres, tout se passe bien. En tout cas, ça, quand vous êtes touché, ce n'est pas évident. On conseille d'aller se coucher. Maintenant, Espace Miné commençant à 10 heures, je ne vais pas aller me coucher. Moi, je préfère quand même être massé par une femme. Hein? Non, il faut faire la différence. Des massages kinésithérapiques, ce n'est pas des massages... érotiques. Non, ce n'est pas des massages de relaxation. Avec finition ou sans finition. Ça veut dire quoi? Finition ou sans finition? On appelle ce genre de massage happy end. Donc la fin est belle. Avec tout le monde est content. Voilà, happy end. Non, il ne s'agit pas de ça. Non, vraiment. Ici, vous ne riez, vous n'êtes pas content. Parfois ici, c'est quand on vous branche des électrodes au dos, par exemple, comme moi j'ai des problèmes avec mon dos, et on lance une charge électrique. Hein. Oui. Ça veut dire dans la salle, il y en a qui crient. Oh. Alors, je ne voulais pas crier parce que je voulais montrer que je suis un dur. Donc, ça fait que le gars monte un peu... D'un cran. Oh, là, je lui ai dit... Oh. Il dit, enfin, là, tu réagis comme un être normal. Non, un peu de douleur pour donner... pour guérir un peu. Donc là, vraiment, vous ne pouvez pas être excité. Soyez-en sûrs. Il n'y a rien pour vous exciter. Vous attendez la fin du massage. Pierre Blériot, la citation de ce lundi matin. Bon, j'ai jusqu'à 3 citations ce lundi, mais je vais en prendre une et classer les autres progressivement. Celle que je vais donner aujourd'hui n'est pas de moi. Elle est tirée d'une des lectures que j'ai faites.
Quand vous rappelez à l'enfant de faire attention, il finit par tomber. La chute arrive comme une fatalité. On peut reprendre. Quand vous rappelez à l'enfant de faire attention, il finit par tomber. La chute arrive comme une fatalité. On peut un tout petit peu Bien expliquer. évidemment. Si vous avez trop peur qu'un enfant fasse mal, non, fais attention, ne mets pas le pied là, ne touche pas. Cela finit par arriver. Ne va pas vers le feu. Non, ne touche pas, ne sors pas, ne mets pas le... Non. Nos peurs peuvent se traduire en réalité. En fait, ce qu'il faut ici éviter, c'est de créer la psychose déjà chez les enfants. Cela les pousse à la bêtise, à la faute. Mais chez tout le monde en général, si vous pensez que les gens vont échouer, très souvent, ils finissent par échouer. Vous voyez, les gens ne font pas attention à la force de la parole. Mesurez des choses. Vous dites à votre femme, le riz là, j'ai l'impression qu'il va brûler. Et à la fin, le riz a brûlé. Bon, en fait, vous avez créé des conditions métaphysiques, je préfère le dire ainsi, pour que le riz brûle sans que vous le sachiez. Notre parole a un effet. On appelle cet effet le fiat. C'est l'effet originel de la parole lors de la création. Le fiat. La différence de la Le monde fiat. même s'est fait par le verbe. Par le fiat. On dit donc que le monde s'est fait par le fiat. C'est-à-dire, donc, maintenant, il y a aussi la Fiat, Fédération internationale d'automobile turque. Les deux mots s'écrivent de la même façon, mais ne signifient pas la même chose. Donc, donnons des conseils aux enfants, disons-leur de faire attention, mais ne leur mettons pas une pression qui est de nature à créer la psychose. Ne traverse pas, et finalement la voiture le cogne. Merci. Je vais plus loin pour oui. conclure. Je reproche à ces parents qui se donnent la mauvaise tâche d'empêcher leurs enfants de faire face aux problèmes de la vie. Vous voyez, des parents qui ont des enfants qui peuvent aller au niveau des écoles où on ne traverse pas de route. Mais eux, ils décident d'aller accompagner les enfants tous les matins et d'aller les chercher. Faites très attention. L'enfant qui n'affronte pas la réalité de la vie est comme un chien de barrière. Donc, vous préférez que les enfants aillent parfois seuls à l'école. Il faut les accompagner pour les débuts et au fur et à mesure commencer à prendre de la distance, les voir partir. C'est ce qu'il faut faire. L'enfant qui... moi, vraiment là, vous me touchez. Hein. Moi, je n'aime pas quand mes enfants partent seuls à l'école. Je vais vous Je me dis toujours, et là ça rejoint vraiment ta citation, j'ai toujours peur que la voiture peut les cogner. Il faut donc enlever cela, parce que votre enfant est donc comme un chien de barrière. Le jour où il sortira sans vous, faites très attention. Mettez-le à l'épreuve, assistez-le, vous allez. Junior, ne va pas en route, prends le côté, serre le côté du trottoir, marche sur le trottoir. Il commence à... Junior, quand on traverse, tu n'es pas là, tu lui dis et il fait. Parfait, ici, une histoire très triste. L'homme qui m'a formé dans la connaissance de la théologie était un pasteur américain. Dr Victor Paul Wierwille. Il est décédé il y a longtemps, mais c'est sa formation que j'ai suivie. Alors, il avait 5 enfants. Pour un Américain, c'est beaucoup trop. Oui. Il avait une voisine qui avait un seul enfant. Les enfants du pasteur allaient à l'école seuls et la voisine estimait que le pasteur était un irresponsable parce qu'il restait dormir. Elle disait qu'on dit qu'il est pasteur, ce type. Il envoie les enfants seuls à l'école. La voisine prenait le soin d'aller accompagner et d'aller prendre son enfant. Un jour, elle a eu une migraine. Elle n'a pas pu aller accompagner l'enfant. La voiture a cogné l'enfant, il est mort. Oh là là. Pendant que le triste. Et elle a appelé son voisin pasteur pour faire le culte. Pendant qu'il faisait le culte, elle a fait ce témoignage. Et le pasteur lui a dit, nous faisons pour nos enfants ce que nous pouvons. C'est Dieu qui les garde en réalité. Laissez-les dans le monde, affronter le monde. C'est bien pertinent, hein. Blériot, je vais réfléchir. Faut réfléchir. Débarrasse-toi déjà de ça. Hein? Tu ne seras pas toujours là. Merci beaucoup, Blériot. Merci encore pour cette sagesse matinale. À tout de suite pour la suite.
Merci de nous retrouver. Cette fois-ci, ce sera pour accueillir Stéphane Mbarga. Stéphane, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment vous allez? Très bien. Stéphane Mbarga est justement là pour la revue de la presse, la température qui prévaut dans nos kiosques. Stéphane, que disent les journaux? Alors, parfait. Ici, nous allons commencer cette odyssée vers les unes parues en kiosque ce matin par justement le quotidien Info Matin qui revient sur la pandémie du Covid-19 et la CAN 2021 et parle du satisfecit du chef de l'État au task force. Info Matin aussi revient, je l'ai dit, sur le Covid-19, CAN 2021 et parle surtout de Paul Biya qui blanchit Ngongo. C'est la grande une du quotidien fleuron du groupe La Météo et réaffirme qu'une fois de plus, le patron, le président de la République, réaffirme sa pleine confiance à son plus proche collaborateur. En même temps, le chef de l'État désavoue et confond les nombreux contenteurs du digne fils de Minta. Vous trouverez cette information en pages 2 et 3. Nous quittons un fleuron pour retrouver un autre. Je parle là du billet hebdomadaire La Météo qui revient sur cette grande actualité et évoque le satisfecit du chef de l'État au task force. Les membres des groupes de travail sur la Coupe d'Afrique des Nations de football et la réponse contre le coronavirus ont, le 6 octobre au Palais de l'Unité, été récompensés par Paul Biya en présence d'ancien Premier ministre Philemon Yang, grand chancelier des ordres nationaux. C'est une information que vous aurez le plaisir de découvrir dans votre billet hebdo La Météo qui en fait sa grande une du matin. Nous allons quitter justement ces deux fleurons du groupe La Météo pour aller vers d'autres cieux. Et c'est cela nous amène vers le journal Le Jour. Le journal Le Jour du jour, justement, lui revient aussi sur cette reconnaissance CAN et Covid 2019, les lauriers des task force. Mais le journal revient aussi sur, en petit une, sur cette radicalisation. Une autre grève des enseignants est annoncée. C'est en page 2 du journal Le Jour qui annonce une autre grève. La quintessence de cette information, vous la retrouverez en page 2 du journal Le Jour, paru justement en kiosque ce jour. Nous quittons Le Jour pour nous retrouver vers Mutation. Mutation qui lui aussi est dans le giron de la task force et évoque le coup de gueule de Ferdinand Ngongo, l'allocution du ministre d'État SGPR vendredi à l'occasion de la décoration des 44 membres du groupe de travail CAN et Covid 2019. Vous retrouverez cette allocution en page 8. Mutation aussi revient en petite une sur ce deuil qui frappe ce quotidien. On parle là de Albert Mbende qui exerçait justement au quotidien Mutation qui est décédé. Mutation aussi revient en page 5 sur la crise sécessionniste, autant pour moi, et évoque ces deux civils exécutés, c'est du côté de Guzan certainement, dans les régions du nord-ouest. Quittons Mutation pour nous retrouver vers la nouvelle de Jacques Blaise Mvier, qui lui aussi revient sur la task force et parle de cette très haute reconnaissance du chef de l'État. Ce sera en page 3, justement, du journal La Nouvelle, qui revient en petite une sur ce péage de Bayangam qui fait énormément réagir et évoque cette légèreté de Nganou Djoumessi. C'est à retrouver en page 4 du journal La Nouvelle du jour. Quittons La Nouvelle pour nous retrouver du côté du Messager, le journal de feu Puss Ndiawe qui lui aussi revient sur cette affaire de Sérail avec en grande une le président Paul Biya et l'un de ses plus proches collaborateurs. Je parle ici du ministre d'État SGPR Ferdinand Ngongo et le Messager, le journal parle en grande une justement et se pose la question de le fusible de Paul Biya. Lorsqu'il dit ceci, ministre d'État SGPR depuis 2011, Ferdinand Ngongo s'affiche désormais comme un pare-balles face aux batailles inscrites dans la course vers la succession au trône. C'est une enquête exclusive du journal Le Messager qui revient aussi en petite une sur ce congrès du SDF et avec ces 2400 délégués attendus à Yaoundé. C'est une information à retrouver en page 2 du journal Le Messager de feu Puss Ndiawe, que nous quittons à l'instant pour nous retrouver du côté du journal de Nestor Diatou. Je parle de Sans détour qui, lui, revient sur la FECAFOOT avec cette assemblée générale de tous les dangers ce mardi.
L'adoubement à polémique de Samuel Eto'o, fils, est en ligne de mire. C'est ce qu'annonce le journal Sans Détour, qui annonce une assemblée générale de tous les dangers. Et en grande une, ce journal revient évidemment sur les aéroports du Cameroun qu'il déclare bien parés et étoffés pour la mission d'audit de l'OACI. Justement, et il poursuit en précisant que c'est l'essentiel à retenir de la visite d'inspection des espaces aéroportuaires de Douala et Yaoundé effectuée par le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé en date du 4 octobre 2023. C'est une information que vous retrouverez en page 3 du journal Sans Détour. Quittons Sans Détour pour nous retrouver vers Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana qui nous parle de l'exploitation minière avec cette grande une. Ça bouge. Dans le prolongement des annonces faites le 31 décembre dernier par le président de la République, une évaluation a été effectuée les 4 et 5 octobre dernier. La suite, vous la retrouverez justement dans le journal Cameroun Tribune qui revient aussi en langue de Shakespeare sur Chantal Biya. Chantal Biya, Cycling Race, First Lady, congratulates athletes. La suite de cette contribution de Cameroun Tribune, justement, vous la retrouverez dans Cameroun Tribune. Quittons le journal de la rue de l'aéroport pour aller vers le journal L'Avenir qui consacre tout un grand dossier sur le septennat des grandes opportunités en parlant du bilan commercial de A à Z. Certainement du ministre Magloire Luc Margatana en grande une. Le journal précise que Luc Magloire Margatana est au cœur de la machine commerciale. Dénicheur d'opportunités, négociateur, il est aussi cet antibiotique qui lutte contre la vie chère. Et c'est par ce journal L'Avenir que nous mettons un terme parfait à cette saga des unes parues en kiosque ce matin. Merci Stéphane Mbarga pour ce tour en kiosque. Vous ne partez pas, c'est pour nous donner le fait saillant de l'actualité qui sera développé ce soir aux 19h et aux 20h. Certainement parfait ici. Info TV ne saurait déroger à la règle de cette information de proximité. Nous en sommes d'ailleurs la chaîne et l'unique chaîne. Donc nous allons revenir sur ces événements malheureux qui se sont déroulés où vous savez. Une descente de Madame le ministre de l'Habitat est annoncée dans les prochaines heures. Certainement, elle est même déjà en route pour ce lieu. Donc, Info TV va revenir sur ce drame de Bankolo, si nous ne nous trompons pas, et justement en faire sa grande une avec ces annonces, et peut-être justement revenir en interrogeant les populations de ce côté-là, revenir sur les déroulé de ce drame et essayer de voir ce qui a amené à ce drame-là, surtout recueillir aussi les premiers mots des autorités. Nous avons annoncé cette descente de Madame le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Madame Ketia Cortés, en ces lieux. Donc, ça sera la grande une du 19h, mais surtout du 20h d'Info TV. Stéphane Barga. Parfait ici. À demain 10h. À demain. Merci beaucoup. Effectivement, nous vous le disions en ouverture. Stéphane Barga vient également de le réitérer. Non seulement le 19h de ce soir et le 20h de ce soir feront un arrêt majeur sur ce qui s'est effectivement déroulé hier du côté de Mbankolo en allant au lieu dit Feube Village. Pour l'instant, nous n'avons pas encore les chiffres exacts, mais les informations en notre possession pour l'heure font état déjà d'une quinzaine de personnes sous le carreau, d'une quinzaine de morts. De toutes les façons, nous commençons effectivement par essayer de comprendre un tout petit peu ce qui s'est passé de ce côté-là. On a connu un drame identique il y a quelques années du côté de Bafoussam. Ce n'est pas la première fois que le Cameroun se lève en matin avec ce genre de drame. Cette fois-ci, nous parlons du drame de Mbankolo à Yaoundé, éboulement de terrain suite à la forte pluie qui s'est abattue dans la cité capitale. Docteur Georges Eto'o Oyono, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Un peu bien. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour aux co-panélistes. C'est un plaisir renouvelé d'être là aujourd'hui. Il faut dire que tu étais un peu malade il y a quelques jours. Tout à fait, parfait. C'est pas toujours facile, hormis le contexte de rentrée scolaire qui n'épargne pas
des parents responsables d'un certain stress, je voudrais quand même dire que il est important de présenter déjà, en dehors du modérateur que vous êtes, des millions de téléspectateurs, nos excuses pour le petit retard de ce matin. Et avec votre permission, profitez de dire bonjour à tous ceux qui nous suivent et qui ont exprimé leur intérêt sur la grande thématique arrêtée par le modérateur que vous êtes et toute son équipe. Je voudrais penser ainsi à Madame Okomon Raïssa du côté des Boulevards, qui suit avec attention cette émission. Je pense également au président de l'Association des universitaires du Sud, qui est très attentif également. Un bonjour spécial comme ça au grand frère, qui a également exprimé son intérêt et qui attend bien sûr votre invitation. Je parle ici du professeur Jean-Calvin Abaoyono. Très intéressé, voilà. Le professeur Jean-Calvin Abaoyono, c'est un grand ami, hein? Tout à fait. Mais vous pourrez quand même être les gamins amis. D'accord. On s'est connus, à l'époque, il était encore docteur. Et il était ce que l'on appelait à l'époque, dans le droit d'auteur et dans le droit voisin du droit d'auteur, président de la CPMC, la Commission permanente de médiation et de contrôle. C'est à cette époque que nous nous sommes connus. J'étais modestement un analyste concernant le droit d'auteur. On se connaît bien. C'est donc cela, et je pense ici également à Bertrand Mendouga, Martin Paul Pinsvondo, qui a été promu chef de centre de reprographie à l'université des Boulevards, ainsi qu'à tous ceux qui, de loin, sans oublier mon binôme Maxime Biacolor, qui est derrière le plateau en ce moment. Merci. Merci beaucoup. Je souligne simplement que le docteur Georges Etoile-Yono est enseignant d'université. Il enseigne du côté de l'université des Boulevards. Je vais rapidement passer le micro à Bernardo Basson. C'est pour revenir dans cet événement triste. Encore des morts au Cameroun, des morts à Yaoundé, des morts au quartier Mbankolo, en allant du côté de Febe Village. Je l'ai dit, je le réitère, nous n'avons pas encore le chiffre exact, mais on peut quand même déjà évoquer une quinzaine de morts suite à un éboulement de terrain. Parfait. Docteur Etoile, d'abord, si vous permettez, lorsque vous reverrez le professeur Abaoyono, dites-lui que si j'ai choisi de devenir enseignant dans ma vie, c'est grâce à lui. Parce que j'ai été très fan de la personne, mais je ne l'ai pas encore vu de près, malheureusement. Il m'a enseigné à l'époque à Yaoundé 2 en droit administratif. C'est un expert en droit administratif. C'était un homme qui était extrêmement brillant, que je le trouvais tellement drôle, et du coup j'ai tellement aimé le personnage que c'est grâce à lui que j'ai voulu être enseignant. La parenthèse fermée, parfait ici. Les catastrophes naturelles ne sont pas l'apanage d'un seul peuple. Elles arrivent partout en leur temps. Et on peut manifestement déplorer et s'incliner devant la mémoire des personnes disparues. Moi, je suis particulièrement embêté par la situation parce que je pense que sur le coup, Dieu essaie d'être trop dur et peut-être, je ne vais pas dire injuste, mais un peu trop dur. C'est une image juste. Parce que dans ce pays, on sait pertinemment qui fait du mal et qui fait du bien. Donc, je suis gêné de voir que les esprits des eaux, entre guillemets, les esprits de Dieu se fâchent et décident de prendre la vie parfois des innocentes personnes en laissant même les vampires. Vous voyez, donc, oh là là. Il y a des vampires dans ce pays Bernardo, qui font du mal. On ne va pas les citer. Tu penses qu'il fallait voir qui doit mourir. Oui, on devait aller à Bastos. Je n'ai pas cité le quartier ici. Docteur et toi, je n'ai pas cité le quartier. Je vous prends un témoin. On vous a compris. Voilà. Ce que je dis, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui sont beaucoup plus méchantes, qui sont beaucoup plus criminelles, qui sont prévaricatrices, qui sont voleuses, qui sont ignobles, qui sont malsaines, mais qui restent vivantes, parfois pendant très longtemps, qui sont peut-être même Highlanders. Et on vient nous prendre des personnes qui, malheureusement, ne demandent qu'à vivre, qui n'ont pas toujours les moyens de se construire dans de meilleurs environnements et qui, bien sûr, viennent subir cela. Donc, aussi à tous les Camerounais qui peuvent avoir les moyens, ça, c'est pas sans compatir, hein. Tout à fait. Évitons quand même les zones dangereuses autant que possible. Parce que c'est compliqué, c'est vrai, d'avoir les fonds pour se construire à Mimboman ou à Ibolme Djomla où le relief est meilleur. Et donc, on peut comprendre ceux qui vont parfois se cacher là-bas. Mais je pense qu'on devrait quand même vraiment s'attrister face à cela et espérer que le gouvernement essaiera de prendre des mesures pour accompagner les familles éplorées. Très bien. Nous avons des images fraîches depuis hier soir, malheureusement pour des raisons d'éthique et de déontologie que nous ne pouvons pas montrer à l'antenne. Des images sont
hautement choquante. Pierre Bleriot-Niemek, la semaine qui s'est achevée, nous avons évoqué une situation ici où nous disions encore que c'est lorsqu'il y aura une catastrophe qu'on verra encore un balai des hautes personnalités et de l'autorité administrative aller sur le terrain, alors que vous avez passé le temps à claironner pour dire qu'à tel endroit il y a un danger, il faut que l'ordre gouvernant fasse quelque chose, à tel endroit il y a un danger, mais rien n'a été fait. On peut aller citer ceux qui seront là-bas aujourd'hui, on peut citer ensemble, il y aura le ministre de l'urbanisme de l'habitat, Madame Célestine Ketcha-Cortez, il y aura le gouverneur d'abord, au centre, il sera là-bas. Je mets tout le monde au défi. Le maire de ville. Bon, mais le gouverneur, je ne sais pas s'il est là. Le gouverneur doit être en voyage. Mais il se fera il y aura le préfet. Oui. Il y aura le maire, il y aura le maire de la ville. Il y aura le sous-préfet. Il y aura le sous-préfêt. Le commissaire et le commandant de brigade de la localité. Il y aura le maire. Le député. Il y aura le député. Voilà. Je parle là-bas, c'est Eric. Le sénateur même. Paul Eric Diongwe. Il y aura le sénateur. Le MINAT ne se fera Le président du conseil régional. Le MINAT, s'il n'est pas là, se fera représenter. Le président du conseil régional sera Le là. président du conseil régional sera là, M. Chimevuna. Tous seront bien habillés. En attendant une autre Et catastrophe. puis, on va leur... Non, mais disons une chose, pour apporter une petite correction à Bernardo, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Les catastrophes naturelles sont classées. Il y a les séismes. Voilà. Ça, on a construit un mur qui a cédé. Ah, ok. Voilà. Ok. Donc, je n'avais pas l'information là. Voilà, un mur. Ah, c'est Et il s'est fissuré depuis. Et je vais vous dire, parce que je ne suis pas là pour une minute de silence. Non, non. Il faut arrêter ça. Cette comédie collective, je ne suis pas dans ça. J'allais à l'anniversaire d'une petite fille récemment, invitée par le commissaire principal, Moussol Becuit. J'étais avec des gens dans la voiture. Je leur ai dit, vous voyez, ici, c'est la mort. Ces gens-ci sont même déjà morts. Il faut même déjà leur cercueil. Les gens se sont mis à rire. J'ai dit, pourquoi vous riez? Il y a encore dans la zone de Mbankolo, vous pouvez encore aller compter ce qui va tomber. Non, non, vraiment, l'hypocrisie commune. Vous voyez quelqu'un qui entre dans l'encre de la mort. Et après, non, laissez la minute là, on peut la gagner en faisant des choses plus concrètes. Cette situation était au vu et au su de tout le monde, y compris en premier lieu de ce qui... Parce que le mur avait été construit autour du lac. Il y avait un lac qu'on avait creusé à l'époque. Avant, on l'entretenait, on l'a abandonné. Les eaux du lac ont commencé à frapper sur le mur. Ont créé de grosses fissures. Et donc, Dieu a fait son travail pendant beaucoup d'années. Dieu a maintenu le mur. En espérant que ses enfants prennent le courage de partir. Mais vous savez, Dieu est un peu comme un pâtissier. Quand il nous fabriquait, il a pris de la farine, il nous a pétri. Il nous a mis au four. Le malin est venu. Il a augmenté le feu sur certains fours. Les gens ont brûlé, ils sont devenus noirs. C'est pour ça que nous sommes comme vous voyez. Nous avons cuit avant le temps. Nous sommes devenus noirs. Nos têtes là. Quand tu dis à un nègre qu'il va pleuvoir tel jour, là où tu veux faire ta cérémonie, il dit que tu es sorcier. Tu lui cherches, tu veux l'échec de son événement. Alors que toi, tu as des indications d'ordre météorologique. Le Minat est allé dernièrement à Mimboman, dans une zone plus dangereuse que celle-ci. Et j'ai vu les gens négocier. Non, on ne peut pas encore partir. On va partir d'ici pour où? Et s'il vous plaît, on a laissé les gens sur place. C'est une autre catastrophe qui s'annonce. La route de Kounou dont nous parlions ici, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Dès qu'elle va lâcher. Elle va lâcher, les gens vont mourir. Pas de minute de silence. Les gens vont mourir. Il faut qu'on sache que nous-mêmes et notre gouvernement, nous voulons mourir. Nous ne voulons pas vivre. Parce que vous ne pouvez pas continuer dans le même Bankolo, aller là-bas. Vous verrez là où se trouvent certaines maisons et ce qui s'annonce. Et il y a même des grosses pierres. Mais, parfois ici, je ne comprends pas. Où on nous a zombifiés. Pourquoi vous dites, Dieu n'a pas que le Cameroun quand même. Dieu a les pays sérieux qui essaient... Non, le Cameroun énerve Dieu. Vous voyez les pierres qui sont là. Vous demandez qu'est-ce qui retient ces pierres. Vraiment. Vous vous posez, si cette pierre... Une seule lâche. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tous les jours, les gens sont couchés dans ces trucs-là. Ils regardent et ils disent que non, vraiment, soyons sérieux, les morts. Et puis vous n'aurez pas le nombre de morts.
Moi, je suis d'Union Ekele. Le département, c'est Ezeka. Le chef de département, c'est Ezeka. Quand il y a eu la catastrophe à Ezeka, mes cousins, mes tantes et autres étaient à Ezeka. Filmaient et ramassaient les morts. Bon, si je dis ici le nombre de morts qu'on a eu, on va me porter plainte. On a dit que c'était 79. Bon, ça va. Ça va. Acceptons. D'accord. Acceptons que c'était à Ezeka 79. Mais mes frères qui étaient là-bas, bon, il y en avait qui portaient seuls plus de 50. Bon, c'était 79. Bon, je ne sais pas quelle est l'arithmétique avec laquelle on calcule les morts lors des catastrophes de la télé. Les morts de la télé. Ce qui s'est passé là en Bankolo, au moins 25 maisons ont été englouties. Donc il y avait seulement par maison demi-personne. Les gens qui étaient là-bas sont tous morts. Les gens qui étaient dans ces maisons-là, il n'y a pas de survivants. Et ce genre de choses. Et nous avons des gens, vous ne verrez même pas un ministre écraser une larme. Même ces gens, leurs yeux se sont asséchés. Ils n'ont pas de larmes. Vraiment, la situation au Cameroun, là-bas, ce sera et elle sera en beau. C'est terrible. On va faire ce cérémonial. Les télé. On va dire que le gouvernement a pris des mesures. Les mesurettes. Bon, oui, parce que toujours pour la farine, on prend des mesurettes. On va faire tout ce truc. Et les Camerounais eux-mêmes complices de la situation. Docteur Georges et toi, Yonou, on en parle. À un moment donné, nous avons souri. C'est pas un sourire qui nous vient du fond du cœur. Il se trouve simplement que nous le réitérons. Depuis des années, nous faisons le même exercice pour attirer l'attention des gouvernants et des gouvernés sur des zones à risque, mais rien n'est fait. Merci, parfait. C'est avec beaucoup d'émotion vraiment que je m'en vais m'exprimer sur cet incident qui s'est produit à Bankolo. Je voudrais d'abord déjà relever, parfait, vous ne l'avez certainement pas oublié, que c'est sur ce même plateau, lorsque nous évoquions la question de l'urbanisation. Oui, ici. Tout à fait. Où quelques exemples ont été tirés sur l'incivisme qui caractérise le Camerounais. Beaucoup, au nom parfois d'un manque de moyens, se permettent d'aller construire à des endroits non conseillés. Et à la suite de mon frère Blériot Niemek et même de Maître Basson en face, je voudrais dire que ne nous attardons pas à dire que c'est parce que ils n'ont pas de moyens qu'ils vont s'asseoir et bâtir à des endroits où, demain, après-demain, lorsqu'il y a un incident, on va observer une minute de silence, déployer des mesures d'urgence pour soit recaser, prendre en charge et je ne sais quoi d'autre encore. Parfait, le mal, il est là, que les autorités en place, je parle du gouvernement, et les ministères compétents prennent des dispositions pour que, non seulement il y ait des mesures urgentes, une certaine rigueur vis-à-vis des populations. C'est-à-dire, là où on se rend compte, comme le disait si bien Blériot tout à l'heure, qu'il y a un risque à tel endroit, qu'on aille détruire. Mais bien évidemment, le gouvernement n'est pas là pour investir dans le social seulement, parce qu'il y en a quand même qui se permettent aujourd'hui de dire qu'à Yaoundé, il y a tout, ou dans les grandes zones urbaines, c'est là-bas où on peut trouver tout ce qu'on veut. Résultat, chacun arrive avec ou sans moyens, sans mesurer les risques, va se permettre de s'installer. Alors qu'on assiste ici à une vaste campagne de sensibilisation avec certains délais afin d'amener les gens à comprendre. Parce que ce qui s'est produit en Bankolo, comme je crois un de mes copanélistes l'a relevé, il y en aura comme ça encore. Sur ce même plateau parfait, on relevait. Moi, je le relevais que du côté de Ngaoundé, des zones que j'ai bien connues, il y a des endroits très délicats, mais allez voir les maisons qui s'y trouvent. Et comme on est aujourd'hui dans un pays où ceux qui nous gouvernent semblent attendre toujours, comme l'ont dit certains copanélistes, on attend que l'incident survienne pour entamer maintenant ce qu'on appelle ce balai. Je vous vole une seconde. Pendant que vous parlez de Ngaoundéré, une autre personnalité m'écrit pour me dire que sous le mont Ngaoundéré. Exactement. Sous le mont Ngaoundéré, on prie seulement tous les jours. Voilà. À l'instant. Voilà. Bon, pourquoi on vit comme ça? Voilà. Nous sommes... Monsieur Niemek, pourquoi on vit comme ça? La raison est simple. Ouais. C'est la grosse concentration citadine. Ça veut dire, si on développe les petites villes, les gens pourront s'y établir. Non, les gens viennent dans les grandes villes. Non. Basson, sur le principe, hein.
Oui. Quand tu prends tes enfants, tu mets sous un mont. Un mont. Vraiment, c'est pas l'État. Ça va attendre quoi? Non, si tu comptes sur la magie ou je ne sais pas, les blindages. Non, je ne sais pas sur quoi tu comptes. Mais restons cohérents. Oui. Ces personnes-là s'installent là, qu'est-ce qu'elles recherchent? Elles ne doivent pas s'installer. Elles ne doivent pas. On est d'accord sur le principe, mais pourquoi est-ce qu'elles s'installent là? Parce qu'elles veulent vendre leurs enfants. Non, c'est ça qu'elles recherchent. La cause, c'est qu'elles se disent que près des villes, elles ont de meilleures situations, qu'on connaît. Alors que non. Or, elles ne devraient pas. Donc, on doit d'abord penser à créer d'autres petites villes beaucoup plus développées pour que les gens s'y installent. Puisque quand tu vas leur dire, les gens qui sont donc installés là vont comprendre. Ils doivent partir. Non, mais dis-leur qu'ils doivent partir. Ces gens doivent partir. Très bien, merci. On passe la parole à Alain Douk, et c'est d'ailleurs la dernière prise de parole. Alain Douk, que faut-il faire pour que nous ne vivions plus ce genre de catastrophe dans notre pays, le Cameroun? En réalité, les causes d'une telle situation sont, d'après mon analyse, sont d'abord d'ordre économique. Parce qu'en réalité, ceux qui vont s'installer dans des zones à risque, dans un environnement total d'aspérité, du relief, sur les flancs de montagne, ils ont un argument la plupart du temps qu'ils présentent. Ils disent, ici, en réalité, le terrain, il est inexploitable. La plupart du temps, sur le plan économique, on ne nous demandera rien. On vient là, c'est gratos, on s'y installe. D'autres n'ont même pas acheté. Oui, justement, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Ils se sont vraiment installés. Celui-même qui a le titre foncier au niveau de la zone en question, c'est un ministre. Mais en réalité, lui-même sait que c'est inexploitable. Il ne peut pas prendre le risque de faire quoi que ce soit là-bas. Mais les gens vont dans son titre foncier, s'installent gratuitement, parce qu'ils trouvent que c'est une aubaine, on ne va rien leur demander. Et bizarrement, sur cette zone qu'ils occupent gratuitement, il y a quand même, d'après certains témoignages dignes de foi, la taxe foncière est prélevée sur certains. Donc vous voyez que lorsqu'il faut maintenant établir les responsabilités dans ce qui vient de macabrement se dérouler sous nos yeux, tout le monde est coupable. C'est-à-dire que tant les populations que l'État, qui au travers d'un certain nombre de pis-aller, consent quand même tacitement à ce que ce genre de comportement perdure. Mais on pourrait aussi dire que, dans l'ensemble, personne n'est totalement responsable si ce n'est finalement la mauvaise gouvernance qui, sur le plan économique, ne crée pas assez d'opportunités, ne donne pas la possibilité, notamment en ce qui concerne le foncier. Alain Douk, si il y a des problèmes de gouvernance, tout le monde le sait. Voilà pourquoi moi je m'en vais bâtir ma maison sous une pierre. J'ai dit tout à l'heure. Voilà pourquoi j'ai bâti ma maison sous une pierre. Non, je veux dire ceci. Alain, je te passe une petite anecdote que j'ai vécue ce week-end. Les gens sont entrés dans un véhicule qui n'avait ni phare ni frein. Parce qu'il y a la malgouvernance. Non, ils n'avaient ni phare ni frein et ils partaient d'aider à pour Yaoundé. Et à chaque endroit, ils disaient que Dieu va permettre qu'on arrive. Ils sont arrivés à Yaoundé. C'est la malgouvernance. Non, je vais dire ceci. Il faut qu'on soit clair. Est-ce que cela, ce n'est pas des morts? Je n'ai pas... Membim. Mais c'est que Membim. Avec pas des morts. Parfait. Vous intervenez. Je apporte un élément, juste un élément. Parfait. Souvenez-vous, est-ce que vous savez que hier soir, à 20h, un incident s'est produit juste en Goulmacan où un Ben Skinner portant 3 personnes a été percuté par un véhicule. Tous sont morts sur le carreau. C'est un problème de gouvernance? C'est la malgouvernance. Est-ce que je peux parler? Oui. Je pense que j'ai quand même dit tout à l'heure qu'on pouvait pointer un doigt accusateur contre les populations. Elles prennent un risque énorme. Mais je dis, ne restons pas sur cette note. Essayons de pousser un peu plus profond la réflexion et écoutons l'argument de ces gens pour se dire, en réalité, ils prennent un tel risque parce qu'ils sont désespérés. En réalité, s'il y avait de meilleures opportunités, si les choses étaient... Dis-moi pour les gens qui étaient dans la voiture là, quelle opportunité? S'il y avait un droit foncier beaucoup plus équitable, c'est pour ça qu'il faut poser sur la table la problématique de la réforme de notre droit foncier, pour qu'il y ait une aisance en réalité d'accès à la terre pour tout le monde, et sur une base beaucoup plus claire et équitable dans un contexte qui est celui de la corruption. Très bien. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison, je dis que ne nous en tenons pas à ça et essayons d'aller un tout petit peu plus loin. Moi je suis d'accord avec Alain Douk désormais. Allez vous installer là où vous voulez. Non. Installez-vous c'est là pas ce que je suis. Il y a la malgouvernance. Que chacun s'installe là où il trouve du terrain. D'accord? Chacun va pleurer ses morts. C'est simple.
Installez-vous là où vous voulez. Merci beaucoup. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin, en attendant un peu plus de précision dans nos différents journaux. Ce soir, pour l'heure, que la terre de nos ancêtres soit légère à ceux qui ont perdu des vies. Hier, du côté de Mbankolo, à Yaoundé, une touche pro s'impose. La dénonciation de ce matin est encore l'œuvre de Bernard Dobasson. El Perfecto, aujourd'hui, on dénonce le comportement des commerçants qui ne conservent pas les aliments selon les conditions normales et qui sont prescrites par les producteurs de ces produits-là. Une dame est venue me rencontrer, me faisant comprendre qu'elle a acheté des pots de yaourt dans une boutique du quartier et l'enfant a pris les yaourts qu'elle lui a administré, qu'elle lui a donné, et puis l'enfant a commencé à faire la maladie, a commencé à faire elle était complètement déshydratée et que au moment où elle me parlait, l'enfant était dans un coma et jusqu'hier soir, l'enfant était toujours extrêmement malade. Et d'après les analyses médicales, on lui a fait comprendre que non, les yaourts qui avaient été pris par l'enfant n'étaient pas des yaourts qui avaient été conservés à la bonne température et donc forcément cela a créé des conséquences négatives dans le métabolisme de l'enfant. Donc aujourd'hui, la maman est vraiment énervée. Bien sûr, elle entend bien engager une action contre ce commerçant-là, mais avant, elle voulait quand même qu'on dénonce ce fait de choses pour sensibiliser surtout les personnes et bien sûr inviter les commerçants à mieux conserver les aliments qui sont appelés à être consommés par les citoyens. Merci Bernardo pour cette dénonciation. On passe la parole à Docteur Etoua. Docteur Etoua, il n'y a pas que les yaourts, c'est l'exemple de la dénonciation, mais il y a d'autres produits. Et effectivement, parfois, j'ai lu sur certains produits où c'est marqué, on vous indique la date de péremption et comment conserver ce produit. Parfois même sur certains médicaments, c'est également indiqué. Au Cameroun, une fois de plus, nous banalisons cela. Tout à fait parfait. Je crois que, comme nous l'avons souvent relevé ici, les multiples maux qui se produisent dans notre société ne sont pas toujours à mettre sous la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Tout à fait. Pas toujours. Les Camerounais même, au nom de je ne sais quelle raison parfois, se retrouvent en train de procéder à ce que je m'en vais appeler entre guillemets je m'en foutisme, c'est-à-dire je cherche mon argent. Terminé. Ça fait que, aujourd'hui, comme mon frère en face nous parle, par exemple, du problème de yaourt, mais allez prendre le cas, par exemple, des saucissons qui se vendent dans des coins où il n'y a pas d'électricité. Mais on a quand même un frigo qui fonctionne peut-être 2 jours sur 5, qui est là, et c'est exposé. On a même ces produits, ces beurres-là parfois qui permettent de tartiner ici et là, qui sont également là. Le beurre, le fromage. Exactement. Mais aujourd'hui, on a le problème donc de la dame qui a eu l'enfant, dont l'enfant est souffrant pour avoir consommé ce yaourt mal conservé. Qu'en sera-t-il des autres produits d'ici demain ou après-demain, ou à l'instant même où nous parlons? Ou encore, dans les établissements multiples, aujourd'hui nous sommes en pleine rentrée scolaire. Combien vendent les sucettes glaces et autres ou les yaourts fabriqués au quartier encore là. Le foléré, le ginger, c'est conservé. J'aimais boire le kosam. Voilà. Lorsqu'il est bien si bien conservé, parfait, il faut le relever. C'est le boutiquier Ali. Voilà. C'est Toyoma Bank, le kosam. Imaginez donc que... On n'avait pas beaucoup d'argent, docteur. Voilà. Lorsqu'on n'avait pas l'argent, tu étais prêt à supplier Ali pour qu'il te donne quand même dans le costume. Tu vas voir après. D'accord, c'était pour dire que, honnêtement, il est important quand même qu'à l'heure de la décentralisation, à l'heure de ce passage de responsabilité aux collectivités territoriales décentralisées, que ces dernières fassent bon usage de ces pouvoirs
en essayant d'aller davantage sur le terrain, sensibiliser et surtout veiller à l'application des critères de l'Agence des consommateurs qui, quand même, ont un certain nombre de mesures, mais alors vont vous dire que nous n'allons pas évoluer en termes d'un gendarme pour un boutiquier. C'est pas évident. Et aussi sensibiliser ses propres gens qui parfois sont passibles de corruption. Parce que si j'arrive dans une boutique appartenant à Blériot ou alors appartenant à Maître Basson là-bas, pourvu si ces produits sont défectueux ou alors en voie d'être décomposés ou mal conservés, de peur d'être scellés, je m'arrange à faire comme ça se passe un peu dans le site. On mouille la barbe. On mouille la barbe. Et dès que la barbe est mouillée, monsieur l'inspecteur ou le contrôleur qui vient de passer ne gère plus ce qui va se passer derrière. Terminé, comme vous l'avez si bien dit. Pierre Blériot, mec, une fois de plus, nous parlons en souriant. Mais c'est un problème de vie. Parce qu'il y a des produits mal conservés. Lorsque vous les mangez, ça peut vous amener à la tombe. Alors, ceux qui me suivent bien peuvent se rendre compte que j'essaie toujours de déterminer l'étiologie d'un phénomène. Dans le cas d'espèces, contrairement à ce que vous pensez, c'est donc un problème de malgouvernance. Vous voyez, le boutiquier qui acquiert les produits, si on fonctionnait bien, Eneo aurait fermé depuis en payant les amendes. Parfois ici, quand vous avez donné l'argent à votre femme à la maison, elle a fait le marché du mois. Eneo vous détruit tout le marché du mois. Qui doit en payer les conséquences? Ce week-end, Eneo nous donnait par quartier 3 jours sans électricité. Vous avez fait le marché du mois parce que l'argent n'est même pas beaucoup. On ne peut pas le garder dans les poches. On dit voilà le peu d'argent. Nous, on n'a pas. Voilà 30 000, faites-nous le marché du mois. Madame va, elle achète des choses. Un peu de poisson, un peu de viande. Elle met dans le... Un peu de bifaga. Le frigo reste 4 jours sans électricité. Tout est gâté. Tout est gâté. Qui paye la facture? Voilà. Alors, si le pays fonctionnait bien, nous serions tous devant... Quand ce n'est pas les appareils électroménagers eux-mêmes qui se détériorent à force de perdre leur énergie. Donc, on devrait donner les factures à Eneo. Comment le boutiquier réfléchit? Parfois, ici, le boutiquier a pris 100 yaourts. Il en a vendu 30. Eneo a coupé. Il n'a pas bien conservé. Il lui en reste 70. Il doit jeter dans la poubelle. Celui qui a livré a pris l'argent. Où il veut la donner sur avance. Qui doit subir les 70? La fraude corrompt tout. Le boutiquier va trouver le moyen de nous vendre ses yaourts. Parce qu'il estime ne pas être la cause de ce pourrissement. Mais le boutiquier peut-il se prévaloir de ce qu'il a subi auprès d'Eneo? Oui. Sauf que combien de boutiquiers vont aller porter plainte à Eneo et ainsi de suite? Et après combien de temps? Et après combien de temps? Donc là, il y a un problème grave. Seulement, on peut en appeler à la sagacité de ces gens-là. Très bien. Prendre la quantité qu'on peut gérer dans un temps relativement court. Maintenant, nous-mêmes aussi, nous devons prendre des précautions. Comme nous savons que pour le moment, tout est gâté dans le pays, vraiment, allons vers des surfaces qui présentent un certain nombre de garanties pour un certain type de produit. Exactement. Parce que moi aussi, je buvais comme toi le Koussam. Mais parfois, ici, quand j'ai vu comment... je ne vais pas aller au bout. Je suis ton regard. Vraiment, j'ai compris que Dieu m'a gardé pendant longtemps. Oui, il nous garde toujours. Il garde toujours. À l'Indouk, des produits mal conservés et finalement qui créent des maladies pour l'organisme humain et parfois même nous mourons. Et il y a même des maladies qui nous touchent. Nous ne savons même pas comment nous les avons contractées, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des morts bizarres, il y a des AVC, le mal de ventre chronique, parfois tu as mal au rein. C'est la somme de tous ces produits mal conservés que nous ingurgitons depuis des années. Dans la dénonciation de Bernard, on a un produit laitier, mais la problématique en toile de fond, c'est celle en réalité de la chaîne de froid. Et dans les problèmes de la chaîne de froid, il n'y a pas que les produits laitiers. Moi, je suis surpris
de voir souvent comment en bordure de route, dans notre cité capitale, on vend du poisson. C'est-à-dire qu'on le sort tôt le matin, on l'expose au soleil, etc. En soirée, on va reprendre le même poisson. Alors, dans les congélateurs. On le ressortira le lendemain, etc. C'est démentiel. On se dit, comment on en arrive à faire ça? Alors, vous allez donc voir. Et le même poisson subit les mêmes tours pendant un mois. Voilà. Et vous allez voir que pour toutes les problématiques et tous les problèmes autour de la chaîne de froid sont liés à la problématique énergétique. Et là, justement, qu'on va poser sur la table le problème de l'énergie, on va poser un problème de gouvernance. Comment, avec un tel potentiel énergétique que le nôtre, reconnu de tous, on en est encore à des balbutiements sur le plan de l'approvisionnement énergétique de tous et de façon constante. Comment on n'en arrive pas à une industrialisation du pays alors qu'on a ce potentiel? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ces problèmes au niveau des infrastructures qui, jusque-là, nous apparaissent à divers niveaux comme des éléphants blancs dans leur matérialisation, dans leur concrétisation. Donc, il y a ça qui se pose. Donc, lorsqu'on va pousser en plus un tout petit peu la réflexion loin, sur de tels sujets, on va voir que il y a la main de l'État, puisque il faut l'interpeller. Il y a des missions de contrôle, notamment dans les services du ministère du Commerce et même au niveau du ministère de la Santé. Il y a même la norme. Voilà, la norme sur le respect des normes, etc. Comment est-ce que le travail est fait pour protéger le consommateur camerounais, pour protéger ses concitoyens? Il a posé tout à l'heure, le docteur, la problématique de la corruption, qui est un sérieux cancer dans le cadre de la gouvernance du pays. Justement, on n'en arrivera à rien, on ne fera rien selon les standards, rien selon les canons, tant qu'on sera là et qu'on aura cette misère morale qui nous amène à fléchir tout le temps face à la corruption. Bernard Dobasson, moi si je pose cette question, peut-être parce que je suis habitué, que faut-il faire? Oui, mais avant, Alain Douka posait la réelle problématique. Sur le plan de la biochimie, il y a ce qu'on appelle la chaîne de froid. Lorsqu'on présente un produit qui doit être conservé à une certaine température, on présente une chaîne de froid. Et la rupture de la chaîne de froid, qui se fait de façon maladroite, bien sûr, a des conséquences sur le métabolisme interne de façon manifeste. Donc, sur le coup, au-delà des néos, qui bien sûr est le cas le plus patent, le plus probant, il y a aussi certains commerçants qui délibérément parfois font débrancher leur réfrigérateur pour préserver le montant des factures, justement, oubliant que le risque est que les produits qui devaient y être conservés ne le sont plus à la bonne température et donc sont de nature à rendre les personnes qui les consomment malades. Donc c'est plus vers cela que moi, j'oriente ma dénonciation. Parce que les commerçants qui subissent Eneo, bien sûr, on se plaint de tout cela. Mais sur le plan de la sociologie... tellement que vraiment la c'est ce que j'ai failli te demander, que le rythme des coupures permet-il encore que toi tu débranches? Parce que toi, c'est constamment débranché, en fait. On est dérasté tout le temps. Que toi, tu vas débrancher. Quand ça vient même, c'est là où on branche vite. Pour que ça mette un peu de glace. Mon frère, tu vois, il y a surtout un problème, c'est que l'état d'esprit du Camerounais aujourd'hui est tel que pour des questions d'argent, on est prêt à tuer tout le monde. Exactement. Donc il y a même des commerçants qui altèrent délibérément des produits, même si le code pénal le réprime, simplement parce qu'il faut faire plus d'argent. Et qui même empaquette les produits parce qu'il faut acheter en gros et réduire donc la dépense à l'achat. Bien sûr qui seront mal conservés ces produits et qui vont nous rendre. Donc si mec là dit la solution la plus basique pour ces commerçants qui savent que Eneo aujourd'hui est un poison au Cameroun, c'est d'acheter en petite quantité, dealer avec les vendeurs grossistes et pour cela la Ligue des consommateurs et les organismes en charge de la protection des droits des consommateurs doivent bien sûr s'asseoir, discuter et trouver des solutions. Même comme ceux-là, ce sont de gros corrompus, ce sont pour la plupart des bandits. Parce qu'ils vont prendre 5, 10 000, 50 000 chez les grossistes pour après tout tolérer. Donc vraiment, ce pays, c'est le serpent. Rien n'est pas sérieux. Alain, en quelques secondes. Oui. Parce que vous savez, on est resté là totalement focalisé sur le cliché, le stéréotype de l'hydroélectrique. Il y a énormément de possibilités, d'alternatives pour produire de l'énergie. Il y a les biocarburants. C'est les commerçants qui non. Et le boutiquier du quartier, qu'est-ce qu'il pourra faire? Nous, on est sur le boutiquier du quartier. Moi, je suis à la problématique énergétique qui permettra justement un accès à l'énergie à moindre coût
pour tout le monde, de telle sorte qu'on n'ait plus ce genre de délestage où les petits commerçants vont se mettre à tricher, en tout etc. Cas, ce sont les frères de Café Haïti. Merci bien. Ce sont les frères d'Unkuta, de son département, qui nous gèrent l'eau et le courant depuis 30 ans au Cameroun. Mon frère du département va te dire que quand il est arrivé là-bas au ministère, c'était comme ça. Oui, docteur, et toi? Ça parfait à la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je voudrais relever que presque les principaux axes thématiques que nous développons ici reviennent généralement à la même conclusion. Que le gouvernement prenne ses responsabilités en mettant des voies et moyens de suivi. Parce qu'aujourd'hui, avant le problème des yaourts, on a évoqué le problème de l'incident de Bankolo. C'est un problème de suivi. Parce que si on a des gendarmes sur le terrain, quand je dis gendarmes, c'est entre guillemets. Oui, bien sûr. Voilà, qu'ils aillent voir. On a eu un moment dans ce pays également ce problème de construction d'infrastructures ayant atteint certains chiffres. Je ne voudrais pas revenir sur ces chiffres aussi. On en est arrivé là, avec tout ce que cela a connu comme retard, à cause d'un problème de suivi. Que le gouvernement prenne des dispositions pour que ce soit dans les collectivités territoriales, que ce soit dans les zones délicates, les zones à risque, où les gens s'investissent, qu'ils sillonnent de temps en temps et qu'on sensibilise les populations et les consommateurs aux risques auxquels ces derniers s'exposent. Merci. Et nous lisons quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs. Ça, c'est le plus 33. C'est la France. Bonjour, Onkuta, le ministre des modérateurs. Au Grand Blériot, le sage, ainsi qu'à Bernardo, l'éleveur d'abeilles. Concernant la dénonciation, je dirais que le pays est devenu trop dur au point où on commercialise tout sans contrôle. El perfecto, ça ne va pas. Imaginons qu'un commerçant achète les yaourts pour vendre. Après plusieurs jours, personne n'achète. Vous voulez qu'il perde en jetant parce qu'on parlera de date du passé, c'est bien ça. Il faut noter que cet enfant est très fragile. Il est même occidentalisé. Nous, on buvait les yaourts périmés de plusieurs jours. Rien ne nous arrivait. On était même très solide. On s'appuyait sur l'assertion qui disait « La saleté ne tue pas l'homme noir ». C'est Stéphane qui était à Tunis, qui est maintenant à Paris. C'est un dur. C'est un vrai enfant du pays. Bonjour le plateau. Il y a un problème supplémentaire au sujet de la conservation. Je sais pas ce qu'il dit. Il dit soit côté anglo est strict en la matière, à savoir pour vendre du pain, le vendeur doit une boîte vitrée et le poisson a même le sol invendu. Mbomborbilon Bicar, votre message est compliqué, hein. Alors, Hermine Doja envoie également une préoccupation, ou bien le bonjour et bon début de semaine à toi parfait et à ton panel. Mon coup de cœur ce matin, c'est le sucre national qui est particulièrement très bien habillé. Elle est mariée. Hermine Doja. Ah non, c'est Hermine Doja, ok. Non, pour la dénonciation du jour, je m'aligne sur l'analyse de Blériot. Le problème est profond à cause de l'énéo, comme l'a dit quelqu'un. Un jour, on souffre. Le peuple n'arrive même pas à vivre. Et s'il faille que les petites provisions faites s'abîment encore, c'est que c'est très grave. Autre message ce jour, je vous amène au 240. C'est la Guinée équatoriale. Bonjour le panel. Parlant de la dénonciation, ici à Malabo, nous n'avons pas de problème de coupure d'électricité, sauf que les Libanais, qui sont les plus grands importateurs, ici nous vendent les boissons périmées. Ils changent juste les dates de péremption. Lorsque tu consommes les jus naturels, il y a les bulles à l'intérieur. C'est Flora. Autre message. Bonjour le plateau. Depuis 4 jours, dans mon quartier AP413 Bassa, à Douala, le courant électrique arrive avec une intensité de 150 volts au lieu de 220. Tous les produits qui nécessitent d'être conservés dans le congélateur ont résisté jusqu'à ce matin. On doit jeter les fromages et autres aliments congelés. Aucun moyen d'attaquer Eneo, qui par contre vous fait payer les frais de coupure dès que vous avez dépassé d'un jour la date limite de paiement. C'est Martin Somme qui envoie le message. Autre préoccupation.
Bien le bonjour, Monsieur Parfait, ici à votre riche panel. Je dois déjà être dithyrambique à l'endroit de votre émission, car au-delà de l'aspect ludique dégagé, elle est tout aussi instructive, car j'avoue m'être beaucoup médifié en suivant cette chaîne d'antenne. Je pensais mieux de dire cette tranche d'antenne. Hein. Je suis d'ailleurs devenu un fan. La citation du sage Niemek de ce jour m'édifie tellement et arrive à point nommé, car je vis une situation allant dans ce sens. Merci pour l'éveil de conscience. Je vous souhaite, Monsieur Parfait, ici et au panel, avec une journée meilleure. Onko Pékin Elvios, depuis la région Château d'Eau du Cameroun. C'est-à-dire, c'est la Damawa. Bonjour Parfait, je ne savais pas que tu as invité Napoléon Bonaparte, l'habillement de Bernardo, sur ton plateau. Monsieur Parfait, je vous assure, les contrôleurs savent qu'ils font dans le pourri et gâté, mais eux se préoccupent d'encaisser leur argent à chaque descente. Et Olivia, m'entends-tu parmi tant de voix rivales? L'autre type pleure même déjà. Hein? Il fait allusion à un grand chanteur. Hein? Tchana Pierre. Bonjour les démineurs. Blériot a 5 femmes et s'est fait masser ailleurs par un homme. Que font ces femmes alors? Le feu Monseigneur Toumi disait sur RFI au Cameroun, quand on dit 25 morts, il faut multiplier par 3. C'est Roger de Douala. Il parle des 5 femmes de Blériot pour maintenant parler du Toumi. Ce ne sont pas des messages de relaxation. Bonjour l'imparfait. Quelle est la différence entre veste et veston? Owona et Msanga, enfin Guinée et Msanga. Merci Jonathan Adouala. Je ne comprends rien. D'abord, s'il faut... Bon, il y a des spécialistes en langue sur le plateau, hein, que ce soit Docteur Étoile ou bien Blériot. Je ne comprends pas Blériot. Blériot, la différence entre veste et veston. Non, veston est un diminutif, c'est une manière c'est tout. Prosaïque. Déjà, quand on parle de veste, hein, on désigne la partie supérieure du costume. Tout à fait. Donc, voilà. Maintenant... la façon vulgaire de parler, on dit mon veston, le veston, je sais pas. Bonjour Obam, le bataillon anti-mine. Au sujet de la dénonciation, j'invite Bernardo à lire un peu la théorie d'agence en économie. Cette théorie, pour la paraphraser, stipule qu'en l'absence de contrôle et de surveillance, l'agent économique a toujours tendance à fausser les règles du jeu pour élargir ses marges. C'est pour dire que si le gouvernement a démissionné dans sa mission de contrôle et de répression, il est difficile, voire impossible, de s'attendre à une certaine éthique de la part des commerçants. Tout ça est une question de malgouvernance. Pour la tragédie de Mbankolo, tous coupables. Autre message ce jour, bonjour El Perfecto et aux invités, c'est bien connu, certains commerçants sont des assassins cachés, n'ayant cure du bien-être des consommateurs, soucieux uniquement de leur vente. Ah, l'exploitation capitaliste, c'est une autre société à blanc, disait Calixte Beyala. Que dire de nos dirigeants au grand talent de l'incompétence? Perfecto, aujourd'hui, le Paul Sédar Senghor aurait eu 117 ans. Une pensée pour l'un des plus grands présidents africains post-coloniaux, le président poète, le maître de la langue. Il avait rêvé d'un monde de soleil dans la fraternité de nos frères aux yeux bleus. Ce n'est toujours pas le cas. C'est l'oric. Et quand vous parlez de Léopold Sédar Senghor, il y a une anecdote. Hein, on devait avoir le premier train du côté de Dakar. Grand événement, avec des blancs et tout, toutes les autorités administratives et tout ça. Nous sommes donc à la gare chemin de fer. Au moment où le train s'amène, Sédar Senghor s'exclame « Ah, enfin, elle est là !» Et tout le monde est mal à l'aise. Mais comment le grand Senghor peut parler aussi mal français? Il y a même les blancs. Est-ce qu'il veut parler de l'argent? Et comme Senghor qui regarde comment tout le monde est surpris, il dit la locomotive. Je prends un verre d'eau. Nathan Plus, c'est encore plus de cours. Ça y est, c'est la rentrée, je suis Nathan Plus. Des mathématiques,
des exercices pour t'aider à apprendre, du français, des dictées pour mieux s'entraîner, des sciences, de l'éducation civique et environnementale, de l'anglais pour mieux comprendre. Outstanding. Je pense et espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Depuis la maison. Nathan Plus, c'est pour toute la famille. Très bien dit. Des cours CE1 au CM2 et des séances d'alphabétisation pour les plus grands. Bonne rentrée avec Nathan Plus. Nathan Plus, en route pour l'école. Mais maman, pourquoi tu éteins la télé? Lors de mon absence, je ne peux pas surveiller ce que tu regardes. Pas besoin d'être toujours derrière votre enfant. Il y a le contrôle parental. Vous pouvez décider de ce que votre enfant a le droit ou non de regarder, et cela même quand vous êtes absent. Pour activer le contrôle parental, c'est très simple. Appuyez sur la touche menu de votre télécommande. Ensuite sur Sélectionner ma TV. Puis, Mon code parent. Et sur Créer ou modifier votre code à 4 chiffres, et là, appuyez sur OK. Mais comment ça marche? Allez sur la chaîne de votre choix et appuyez sur le cadenas. Rentrez votre code à 4 chiffres, changez de chaîne pour actualiser le blocage et revenez sur votre chaîne désormais verrouillée. Votre chaîne est désormais inaccessible et votre enfant ne peut plus la regarder. Avec le contrôle parental, soyez serein de ce que regardent vos enfants. PMUC.cm, la plateforme de paris en ligne du PMUC. Pariez sur les courses épiques, la loterie, le casino, les sports. Avec les meilleures cotes, pariez sur ces gros événements. PMUC.cm, disponible en application mobile. Sur PMUC.cm, jouez comme vous aimez. PMUC online betting platform, bet on horse racing, lottery, casino, sports. With the best odds. Bet on its major events. PMUC.cm, available as a mobile application. On PMUC.cm, play as you like. Mais maman, pourquoi tu éteins la télé? Lors de mon absence, je ne peux pas surveiller ce que tu regardes. Pas besoin d'être toujours derrière votre enfant. Il y a le contrôle parental. Vous pouvez décider de ce que votre enfant a le droit ou non de regarder, et cela même quand vous êtes absent. Pour activer le contrôle parental, c'est très simple. Appuyez sur la touche menu de votre télécommande. Ensuite sur Sélectionner ma TV. Puis, Mon code parent. Et sur Créer ou modifier votre code à 4 chiffres, et là, appuyez sur OK. Mais comment ça marche? Allez sur la chaîne de votre choix et appuyez sur le cadenas. Rentrez votre code à 4 chiffres, changez de chaîne pour actualiser le blocage et revenez sur votre chaîne désormais verrouillée. Votre chaîne est désormais inaccessible et votre enfant ne peut plus la regarder. Avec le contrôle parental, soyez serein de ce que regardent vos enfants. Bon retour sur votre plateau d'Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. C'est justement la première sortie de la semaine en début de ce programme. Nous vous l'avons dit, nous devons parler de l'École nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM. Et nous aurons pour prétexte ce matin les résultats du dernier concours de cette école, selon certains, de cette école prestigieuse. Qu'est-ce qui ne va pas du côté de l'ENAM entre méritocratie et tripatouillage? Je veux d'abord donner la parole au docteur Etoua. Docteur Etoua,
Parfait. Quelle est, en principe, la mission première d'une école comme l'ENAM? Merci, parfait. Je voudrais dire, en jetant un tout petit regard dans l'historiographie, l'ENAM est créée au lendemain de l'accession à l'indépendance du Cameroun. C'est un cadre mis en place pour préparer les responsables qui devaient prendre en charge la responsabilité des structures qui étaient bien évidemment jeunes de ce pays. C'est au fil des temps qu'on a mis en place un nouvel organigramme. Des organigrammes se sont succédés pour donner une autre perception, une autre finalité à cette école. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, à l'origine, l'ENAM est appelée à préparer des responsables d'administration. C'est ceux qui devaient servir aux destinées de certaines structures de l'État. Maintenant, de nos jours, l'école qui est installée juste après après l'école normale de Yaoundé, elles ont d'ailleurs, ces écoles, pratiquement un mur mitoyen. Exactement. Aujourd'hui, l'école a plusieurs spécialités, plusieurs disciplines dans lesquelles elle forme. Nous avons aussi bien le cycle A que le cycle B. Et maintenant, parlant des disciplines de manière précise, il y a l'administration générale, il y a le cycle de douane, le trésor, les greffes. Je ne sais pas si j'ai oublié. Il y a la magistrature. La magistrature, voilà. Voilà les cycles classiques. Voilà, cet aspect-là. Bon, maintenant, il faut dire qu'il y a des cycles, on peut dire, disons des filières, entre guillemets, annexes, par exemple, les affaires sociales. Affaires sociales, tout à fait. Ils sont également formés là-bas à un certain niveau. Mais maintenant, les cycles classiques, vous les avez énumérés. Exactement. L'administration, la magistrature, les régies financières. Exactement. Maintenant, aujourd'hui, on assiste un tout petit peu à ce qu'on va appeler un dysfonctionnement. Nous ne l'aurons pas. Il ne se passe pratiquement pas de sessions de concours à l'INAM sans qu'on entende ces 15 ou 20 dernières années parler de fraude ou de manipulation, de tripatouillage. Au point où le téléspectateur, où ils sont en ce moment attentifs à l'émission, se pose la question de savoir, l'ENAM a-t-elle encore sa place? L'ENAM mérite-t-elle encore d'exister au vu de l'image, aussi bien dans l'entrée que dans les conditions de formation ici et là? Vraiment, l'élément de réponse que je m'en vais donner est parfait quant au climat de fonctionnement, notamment l'accès à l'INAM aujourd'hui me désole un tout petit peu parce que s'il faut tirer un coup de chapeau à l'époque où on avait un ministre, comment est-ce qu'il s'appelait, M. Benjamin Mama, voilà, où on assistait quand même à ce qu'il y a lieu d'appeler encore sérieux de ce côté. Mais à l'époque, il a eu un grand duel. Hein, tout à fait, parce qu'il était d'un côté et là-bas on avait exactement où ça n'allait vraiment pas. Mais sous Benjamin Mama, il faut dire que l'ENAM était... Il n'y avait pas de tripatouillage. Pas vraiment. Il n'y en avait pas. Je voudrais dire, ma lecture, c'est ma lecture les ici. Camerounais sont là. Tout à fait. J'en viens, je vous en prie. Il y va de ma lecture ici. Mais maintenant, je vous dis, sous Benjamin, à maman, on avait encore la possibilité d'avoir des Camerounais. C'est-à-dire, s'ils sont 100 candidats entrés à l'ENAM, on avait au moins 90 qui vous disaient qu'ici, on a bossé, on s'est retrouvé là-bas. Mais maintenant, après cette gestion, on a commencé à assister à l'implémentation exacte de ce qu'on appelle la reproduction dans ce pays. N'entrent à l'ENAM les enfants d'eux. Ou alors ceux qui sont liés à. Et voilà qu'on manque de plus en plus. Aujourd'hui, beaucoup sont témoins qu'on va dire qu'il y a apparemment certaines familles qui, lorsque on n'a pas un ou deux produits par exercice ou par année, l'ENAM n'ouvre pas. Allez prendre le cas de monsieur le président de l'Assemblée nationale, par exemple. Le débat a circulé plus d'une fois. Avec ou sans niveau, on va se retrouver à l'ENAM.
Les plus offrants, que j'appelle entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui payent mieux, se retrouvent aujourd'hui en train d'être les candidats à valider. Résultat, on va chuter. L'école a-t-elle encore sa raison d'être? Je m'en vais dire avec un peu de réserve que peut-être oui, mais il faudrait déconstruire la pratique existante actuelle pour avoir une école telle que rêvée, pensée par le tout premier président de ce pays, Feu Amadou Ahidjo. C'est vrai que docteur Etoile, vous avez fait pratiquement un tour d'horizon des aspects que nous allons aborder tout à l'heure. Je vais passer la parole à Pierre Blériot Niemek. Pierre Blériot, parlons un tout petit peu du dernier concours. Nous avons des documents qui circulent. On vous fait comprendre qu'il y a des morts qui ont réussi au concours. Par moment, nous avons eu des éléments où vous avez des informations selon lesquelles un enfant n'a même pas composé, mais son nom s'est retrouvé au niveau de la liste finale. Alors, ce ne sont que des opinions caricaturales ou alors c'est la vérité? Parfait. Ici, la fraude qui s'installe dans une structure aussi importante que l'ENAM jette le discrédit sur les produits, même lorsqu'ils sont bons en eux-mêmes. Tout à fait. C'est-à-dire que certaines personnes qui auraient pu réussir haut la main le concours de l'ENAM trouvent leur réussite entachée de suspicion parce que nous sommes dans un système global de corruption. Moi, je sais, certainement, le docteur Etoile voulait faire une fleur à Maman. Loin de là, Blériot. Maman ne peut attendre aucune fleur. Maman ne pouvait rien changer à l'ENAM. C'était pas que tu sois ministre de la fonction publique, DG de l'ENAM, tu fais partie d'un maillon de la grande chaîne. Cette école d'abord pose problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est les sections que vous avez citées. Ouais. Dans un même lieu, on forme presque tous les grands cadres de la République. C'est un creuset de corruption, vous ne voyez pas ça? Parce que tous sont camarades. Le magistrat est camarade du sous-préfet, qui est camarade du gars de la régie finale. Alors, il crée une sorte de corporatisme. Lobby. Et des gros lobbies. Tout à fait. C'est pour cela qu'ils peuvent tenir le pays. Tout à fait. Moi, je suggère qu'on sépare les sections de ces écoles-là et qu'on crée des écoles différentes. Que l'école éclate. Qu'elle éclate, elle devrait. Au lieu d'éclater, on lui a ajouté de nouvelles filières. Parmi les filières, la section diplomatie est entrée. Oui, il y a une section, la section sociale est entrée, ainsi de suite. On ne fait que l'étoffer. Et donc, même celui qui est au niveau de la section sociale, mais il a le temps d'avoir des acquaintances avec tous ceux qui sont dans les sections magistrature, administration générale, et comme par enchantement, on doit se soutenir. On fait ce qu'on fait. Première chose. Deuxième chose, la reproduction de l'élite sociale. Hier encore, les enfants des pauvres réussissaient au concours de l'ENAM, parce que ceux qui décidaient se disaient à un moment donné, leurs enfants n'étaient même pas allés à l'école, donc ils étaient obligés de prendre les enfants des pauvres. Bon, parmi les pauvres, là, ils faisaient un peu de corruption. Mais aujourd'hui, ils forcent leurs enfants. Moi, j'ai enseigné dans une région du pays où les enfants vous disaient que les parents nous disent d'avoir seulement le bac. Oui, bats-toi pour avoir le bac. Bats-toi. Donc, on pousse les enfants. Aujourd'hui, vous voyez tel ministre, son fils est sous-préfet, préfet et tout. Non. Ces ministres, on n'a pas vu la traçabilité de l'intelligence de leurs enfants. Quand on regarde de manière sérieuse, il n'y a pas beaucoup de ministres qui nous produisent des enfants intelligents. Souvent, parce que les papas volent, eux, ils sont à la maison, ils mangent, ils boivent, et puis le cerveau se mélange avec de l'huile. Donc, il nous crée une situation inacceptable. La corruption à l'ENAM n'a pas commencé aujourd'hui. Les faux résultats, les résultats avec les noms des morts. Il paraît qu'il y a même des listes préétablies. Il y a des personnalités qu'on a surprises ici qui envoient des listes. On me rapportait une anecdote d'un directeur de l'ENAM qui allait voir un premier ministre de l'époque pour lui dire que non, vraiment regarde les résultats des gens dont tu m'as donné les noms. Le premier ministre lui dit, mais qui t'a envoyé regarder leurs notes? Je savais qu'il pouvait réussir et te donner les noms. Sors de moi, va mettre les noms. Si c'était... Bon, on dit que le premier ministre à l'époque, c'était un anglophone. Donc,
Tout le monde a ses enfants. Vous avez parlé, ne parlez pas seulement du PAN. Dans les grands partis politiques costauds, il y a les listes. Partout, on envoie les noms. On ne veut même pas savoir si l'enfant a 2 de moyenne. Finalement, comme je le disais au départ, ça dilue la valeur des bons produits. Parce qu'on a aussi des gens très bien formés qui ont du mérite, qui sont dans ces écoles. Ils ont pour collègues les fils de tel, de fils. Ils voient des totos qui sont leurs camarades. Et quand ils sortent eux-mêmes, ces totos sont nommés comme chefs. Vous pouvez imaginer des frustrations aussi. Vous avez comme président un toto. Bon, vous étiez son camarade, vous étiez... Cette forme de corruption, on ne sait pas par où on va en sortir. Le cas de l'ENAM est un cas école. Merci beaucoup. Comme il cristallise, l'ENAM cristallise toutes les attentions, mais tout le monde veut mettre son enfant là-bas. Merci. Alain Douc, nous parlons donc de l'ENAM ce matin dans son volet accession ou accessibilité. Alors, l'enfant de n'importe quel Camerounais méritant peut-il encore honnêtement entrer à l'ENAM? Je suis vraiment agacé en attaquant ce sujet parce qu'il y a tellement à dire dessus que je me pose la question de savoir s'il y aura assez de temps. Vous allez soutenir une thèse? Oui, parce que, vous savez, il y a cette proximité vocalique là entre l'ENAM et l'ENA. C'est-à-dire que c'est une l'ENA de Paris, voilà, d'une réalité. Sauf qu'à l'ENA, elle s'arrête justement à l'administration. Oui. Mais justement, nous, on a ajouté le M pour la magistrature. C'est pas grave. Mais toujours est-il que l'esprit qui a guidé à la maïotique de l'école en question, c'est la même. Tout à fait. Et vous remarquerez que en France, c'est une ordonnance de Gaulle qui crée l'école en question au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en 1945. Mais vous allez vous rendre compte que même là-bas, cette problématique que nous posons en ce matin ici, sur ce plateau de télévision au Cameroun, a fait les choux gras de la presse de l'autre côté, au point où nous le savons, l'école en question a simplement été supprimée. On l'a refondée. Parce que même ce qui était des produits de l'ENA, à un certain moment, avec un peu de notité, se sont dit non, cette affaire doit mourir de sa belle mort. Alors pourquoi elle est morte, cette ENA, pour qu'on ait aujourd'hui l'Institut de formation au service public? Tout simplement parce que c'était un instrument de reproduction du pouvoir. C'est-à-dire que, comme disait Bourdieu, le sociologue Bourdieu, c'est devenu simplement une espèce de reproduction d'une certaine noblesse, d'une certaine aristocratie en France. C'est-à-dire que sur le plan des problématiques égalitaires, il y avait quelque chose de totalement désormais clivant. C'est-à-dire que 5 à 15% en réalité des lauréats de l'école en question venaient toujours des classes les plus populaires, qui n'ont rien. C'est-à-dire que vous imaginez, depuis 1945 que l'école existe, 5 à 15% maxi, les classes ouvrières pauvres. Alors vous voyez que nous sommes là au-delà de... Nous sommes à 85%, 74%, c'était toujours les classes élitistes. Alors, à un moment donné, on se dit, c'est l'affaire des autres. Le sentiment qui nous habite désormais, même ici. On se dit, c'est l'affaire des autres parce qu'on voit bien que c'est devenu un instrument de reproduction du pouvoir. Parce que, puisque c'est l'école de l'élite, c'est l'école de ceux qui vont diriger au niveau de divers domaines de gouvernance, ceux qui sont là veulent bien entretenir la courroie du pouvoir. Lorsqu'ils ne seront pas là, ils veulent bien que ce soit les leurs ou alors leurs enfants qui prennent les rênes du Cameroun. Ils s'arrangent. Faisant abstraction de tous les critères de compétences pour que ce soit les leurs qui soient là, puisque c'est un enjeu autour du pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est donc pas surpris d'avoir des dilemmes autour d'un Yaya Amadou qui est né en 1990, qui se voit finalement, lui qui a composé, remplacé par Yaya Amadou qui lui est né en 1993, il n'était même pas en salle d'examen, il atteste que le gars n'était même pas en salle d'examen ce jour, mais son nom finalement est dans la liste définitive. C'est pas exagéré, c'est pas exagéré, c'est vous dites là? Non, mais attends, je vous donne une information bien recoupée. En réalité, pourquoi... Qu'un enfant n'a pas composé, et à la fin, il y a son nom.
Là maintenant, pourquoi l'affaire fait le buzz? Parce qu'il y a justement quelqu'un qui s'appelle Ifo, ben justement aussi, hein, qui n'était pas là dans la liste des admissibilités et puis finalement, bam, dans la liste définitive, son nom est là. Ben comment son nom arrive là? Donc c'est autant de choses. Nous avons des gens comme ça qui arrivent, qui sont nommés directeurs généraux. Il y en a dès les prochaines sessions du concours en question. Ben on voit comment on recoupe l'information, on constate comment ben tous les gars qui avaient au moins un bac dans la famille en montant et tout, on a tout fait pour qu'ils rentrent à l'école, etc. Ben c'est les réalité camerounaise. On vous en parle parce que c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne. Pas pour dire que dans l'ensemble, bah, il n'y a pas quand même entre les mailles du filet quelques fils de familles modestes ou pauvres qui finalement... L'année dernière, justement, à l'Indouk, parce que moi je voulais quand même prendre un exemple. Oui, pour dire que taximan c'est quand même aussi aller vite en besogne. On a vu un garçon, il était bensikiner, comme on appelle au Cameroun, oui. C'est-à-dire qu'il faisait la moto. Oui. On a vu ce bonhomme, il a réussi avec brio le concours de l'ENAM. Voilà, est-ce que son père est ministre, son père n'est ni DG ni ministre? Je réponds à votre question. Je vous ai dit tout à l'heure en parlant de l'ENA, la propension des fils des classes ouvrières, je vous ai dit ça aussi entre 5 et 15%. Ce n'est pas parce que ce taximan moto a pu entrer là-bas que ça veut dire qu'on doit battre du revers de la main tout ce que je viens d'étaler sur l'état de corruption dans le milieu. Bien au contraire, et j'ai recoupé l'information. Vous vous rendez compte qu'il y a eu toute une petite campagne, je sais pas moi s'il faut l'appeler comme ça, d'ingénierie sociale, qui a voulu que un matin où il y avait une grande cérémonie justement où le directeur général était présent, et les taximans moto ont quitté. Ils sont venus accompagner leurs camarades. Ils sont venus accompagner leurs frères. Pour dire que ben voilà et tout. Et puis quand ils sont rentrés, on leur a donné une enveloppe, etc. Bon, c'est des choses quand même un petit peu qui me font réfléchir. Genre, rapidement, puisque Bernardo doit également intervenir. Une campagne comment on dit, hein, une spin action, comment on dit, une campagne de com pour faire comprendre aux gens que ben voilà, vous décriez cette espèce de népotisme ou de corruption liée à l'ENA, mais voilà, il y a quand même quelques fils venant des milieux. Très bien. Voilà, il a réussi. Oui, je ne sais pas qui inspire souvent nos dirigeants. Cette annonce-là qu'un mototaximan avait réussi au concours de l'ENAM était une sauvagerie. Comment ça? Tout à fait. Ouais. Je ne sais pas, bon, peut-être que j'ai mon cerveau. Je peux répondre. Le simple fait de le dire confirmait que c'est une exception. Non, c'est pas ça, Blériot. Je vous relance, Blériot. Ils ont certainement été obligés de faire cette com pour justement faire comprendre aux gens comme vous que non, ce que vous dites sur les plateaux de télévision n'est pas vrai. Parfait. Voilà des cas où un mototaximan a réussi au concours de l'ENAM. Je vous dis donc qu'ils ont atteint l'effet inverse. Parce que si c'était si évident pour on n'aurait pas fils d'un tel ou individualisé, on n'aurait pas montré ce gars. Encore, le mototaximan est une profession qu'il exerçait avant de faire le concours de l'ENAM. Au Cameroun, nous appartenons à des familles. Il y a des noms. On vous a dit la Yaya. Il y a des noms comme ça, Yaya, Ahmad ou tout ça. Si tu as ce nom, tu peux appartenir à la famille de quelqu'un. Donc même si tu es mototaximan, c'est quand tu as mis là-bas on a des listes par année. On te dit, toi, attends, tu as encore l'âge. Donc on sait qu'on va réussir. Mais tu vas réussir dans 4 ans. Parce que tu as encore l'âge. Nous sommes... Bernardo Basson, j'ai aussi appris en préparant cette émission, et depuis de longues années, cela est dit qu'à l'ENAM, il y a ce que les gens appellent l'achat des places. C'est-à-dire que quelqu'un, bon, à l'époque, on parlait même encore de 3 millions, 5 millions. On m'a dit, mais parfait, tu es resté en retard. Ils sont passés à 25 millions, 30 millions, 40 millions pour entrer à l'ENAM. Est-ce que vous ne trouvez pas comme que les gens sont aussi en train d'exagérer? 40 millions pour entrer dans une école de formation? Mais si vous permettez, je voudrais juste en une seconde diluer un peu ce que M. Alain Douk vient de dire, sans prétention. Je connais un tout petit peu l'ENA. Le système de reproduction n'a jamais été un problème en société. Il devient un problème lorsqu'il devient majoritaire. Parce qu'on devrait en principe laisser la place aux méritants et permettre à une minorité de se reproduire. Les étudiants de l'ENA sont substantiellement brillants. Leur modèle de formation, puisqu'ils viennent généralement des familles bien éduqués, bien formés, c'est différent d'ici. Ici, les enfants de riches ne font rien. Là-bas, les enfants de riches sont bien éduqués, bien structurés, bien moulés, extrêmement brillants. Ils ont tous les livres qu'ils prennent la peine de lire. Donc, contrairement au Cameroun, à l'ENA, 9 étudiants sur 10
sont extrêmement brillants, extrêmement cohérents et consistants. Au Cameroun, 9 enfants de riches sur 10 ne le sont pas. Mais il y a bien sûr quelques-uns qui le sont. Quels enfants de riches? Parce que moi j'ai lu quelques papiers quand même qui parlent du niveau de délitement, hein, quasi exponentiel. On peut toi et moi, Alain, après l'émission, appeler des personnes qui ont fait l'INAM, des Camerounais qui sont passés par là-bas et qui vous diront. Non, je ne rejette pas totalement ce que tu dis, mais pour te dire qu'en réalité, tu vas constater quelque chose. S'il faut créer une telle institution pour qu'elle soit l'institution à 85% d'une minorité qui représente à peine 10% de la population, moi sur le plan éthique. Et sur le plan des principes démocratiques, c'est un problème. C'est qu'on ne s'est pas compris. Voilà. Ici, au Cameroun, parlant de l'INAM, je flirte avec le milieu depuis des années au Cameroun. Le niveau de pourriture est exécrable. Vous avez demandé si l'enfant d'un Kidam ou un enfant lambda peut encore avoir accès à l'INAM. Oui, mais dans des cas extrêmement résiduels. C'est extrêmement particulier. Vous avez parlé de l'achat des places. À l'INAM, c'est le cas. C'est effectif. Quelqu'un va vous dire, vous n'avez pas de preuves, hein, Bernardo. Parfait, ici. Vous n'avez pas de preuves. Malheureusement. Malheureusement, si on fait les factures. Parce que, Bernardo, ce sont des choses, si elles existent, qui sont certainement dans le noir. Bien sûr. Parce que quand vous dites que pour entrer à l'ENAM, il faut payer. Il faut désirer et tout. Alain permet, en 2018. Oui. Vous avez causé avec des gars qui ont payé? Je ne sais pas que j'ai causé. On m'a présenté une liste de près de 180 étudiants qui devaient être admis à l'ENAM. La liste a circulé avec les noms de chaque parent de chaque étudiant concerné. Chaque parent, comment? Je dis bien, on donne le nom au baptême à l'église. On donne le nom de l'étudiant et on cite à côté le nom de la personnalité publique qui va l'aider à avoir accès à l'ENAM. Cette liste a circulé. C'est ce que vous appelez parent. Oui, justement. Parce que moi, je voulais dire que mon parent, lui, il est mort depuis. Non, c'est pas le cas. Mal barré. Cette liste a circulé environ 6 mois avant le concours. J'étais avec mon meilleur ami qui est aujourd'hui à Douala, que monsieur me connaît un tout petit peu. On a essayé d'épier la liste. Et on s'est rendu compte que toutes les personnes qui étaient sur la liste ont été admises à l'ENAM sans exception. Aucune n'a été rejetée. C'est quand même assez grave pour être une simple coïncidence. Si on avait eu 80... Vous dites que la liste circulait avant le concours. Elle a circulé sur la toile. J'étais allé voir mon ami à ce moment-là. Et on n'a rien changé. Je dis bien. Toutes les personnes, les étudiants étaient... J'aimerais bien voir cette liste. Nous dans les cas des morts. Parce que si tu meurs entre temps, toi, ton nom va toujours sortir. Parce que justement, c'est des choses qui sont préfabriquées. Personne n'a le droit de mourir dans ces conditions-là. Aussi, moi j'ai des proches qui sont entrés à l'INAM et qui sont venus après me dire que vraiment, mon frère, je suis dans une salle là-bas. Mes camarades sont bêtes. Je ne comprends pas. Comment ils ont pu être magistrats? Vous voyez. Par contre, moi je connais, mais je vais taire son nom, des magistrats qui sont entrés à l'INAM sans rien payer. J'en connais. Donc c'est bien pour dire qu'il y a bien des personnes qui peuvent avoir accès à l'ENAM sans payer. Maintenant, la majorité des cas, quand même, pas faire ici, l'ENAM est le symptôme le plus protubérant de la déliquescence du Cameroun. Parce que c'est l'école où on forme les administrateurs du Cameroun. Et quand dans une telle école, le niveau de corruption est exacerbé, l'accès est manifestement contrôlé et l'accès est bien sûr bancal, on est sûr que les produits qui en sortent, pour 3/4 seront de mauvais managers. Parce que l'accès détermine la sortie. Si tu entres parce qu'on t'a pistonné, en sortant, tu es zélé. Donc, clairement, aujourd'hui, parfois ici, moi j'ai assisté à des juridictions, à des audiences où le juge fait pratiquement du commerce, mais je vais taire le nom. Tout comme il y a de bons magistrats. Mais il faut me donner les noms. Ils sont commerçants, ils vous disent en cabine. Un juge commerçant ils vous disent dans ce pays. En cabinet que donne ci, donne ça. On ne va pas citer le nom, ça ne nous sert à rien. Non, si tu cites le nom, tu ne vas pas t'en sortir. Bien sûr. C'est pour dire que ceux qui entrent, justement, de manière frauduleuse, de manière maladroite, sont ceux qui ressortent étant des commerçants administratifs, des sous-préfets qui demandent l'argent à chaque fois, des préfets qui font ci, qui font ça, et donc c'est le système qui veut que ce soit comme ça, même les brillants se retrouvent dans l'engrenage parfois. L'ENAM mérite encore d'être, parce qu'il faut toujours dans un petit format des administrateurs, mais d'être totalement refondu. Merci. Sinon, on n'a pas espoir. Docteur et toi, je veux absolument que vous preniez la parole sur un double titre. Vous êtes d'abord enseignant, enseignant d'université. Alors, nous parlons là de l'une des écoles les plus prestigieuses au Cameroun, parce qu'elle est
elle forme l'élite, elle forme justement ceux qui vont diriger le pays de par justement leur filière. Alors, quand vous entendez ce qui est dit sur ce plateau, ça ne donne pas froid au dos. Est-ce que ceci ne peut pas expliquer cela? Je prends justement non l'exemple. Un tour à Kondengui, dans ce que nous avons appelé opération épervier, vous allez voir que si c'était un vote, les produits de l'ENAM gagneront haut la main. Tout à fait. En fait, parfait, je crois que ce que nous relevons part d'abord déjà un tout petit peu des conditions d'entrée et de fonctionnement de la structure en ce moment. Parce que, voyez-vous, nous avons parlé, tous les panélistes ont relevé quand même le fait que l'accès à l'ENAM est majoritairement, de nos jours, conditionné par... je dis bien majoritairement, c'est pour dire que... Ce n'est pas pour dire que certains produits qui entrent là-bas ne peuvent pas travailler d'eux-mêmes. Donc, je peux prendre une seconde, s'il vous plaît. Voilà un message qu'un aîné m'envoie, mais je tais son nom. Ouais. Des gens déposent des plaintes au tribunal pour récupérer leur argent déposé pour avoir tenté d'acheter le concours de l'INAM. Ah bon? Oui. Mais que ces gens se rapprochent. Ça, c'est un autre enseignant précise. Oui. Eux, ils corrigent des fois les copies des étudiants. Pour le baccalauréat, les enseignants corrigent et rendent public pratiquement, mettent à disposition les PV et l'OBC rend public. À l'ENAM, les enseignants corrigent, on leur dit donnez-nous. Vous finissez de corriger. Vous ne rendez pas public les résultats, non. Vous donnez aux gens qui derrière en feront ce qu'ils voudront. C'est un correcteur du concours de l'ENAM qui t'envoie le message. Oui, oui. Même si vous mettez le couteau ici, je ne donnerai pas le nom. Même si vous mettez le couteau ici, je ne donnerai pas le nom. Mais ça devait être une information. Non, je ne donne pas. Vous allez me taper. Pourquoi il veut cacher son nom? La sacralité des sources. Tapez-moi. J'étais disant en fait que, oui, docteur. À vrai dire, tout part d'abord à ce niveau déjà où il faut essayer de revoir un tout petit peu les critères et la politique d'organisation des dits concours. Comme vient de le relever Basson, il faut dire que j'ai eu l'information toujours de mon grand frère, professeur Abayono, qui dit qu'en fait, comme il le décrit, les correcteurs finissent leur travail à ce stade-ci et remettent les relevés. Au moment maintenant de procéder aux délibérations, au jury, ils ne sont pas là. Par exemple, Blériot a été correcteur de la matière A, Basson matière B, et Alain à côté C. C'est un exemple. Dès que chacun finit de corriger, il remet le relevé. C'est maintenant une autre commission qui va siéger pour travailler maintenant sur ce qui a été fait. Mais alors qu'en fait, de mémoire d'enseignant et apportant certains témoins, l'enseignant qui a corrigé ses copies est responsable jusqu'au jury. C'est-à-dire que il lit ses notes jusqu'au jury, on lit ensemble. Ça veut dire que le désordre qui est observé depuis un certain temps, c'est qu'en fait, comme vient de le prouver aussi Basson, les correcteurs qui interviennent n'ont plus de responsabilité à ce niveau. La preuve, lorsqu'un enseignant se retrouve à l'ENAM, entre guillemets, il va pointer. Il a son argent qu'il attend. Dès qu'il termine, on dit ok, ça va. C'est bon. Beaucoup. Merci. On va vous appeler. On les appelle plus jamais. Il y a une mésorganisation du système et des examens là-bas. C'est de la méchanceté. Parce que il est au niveau aussi bien de l'enseignement supérieur que de l'enseignement secondaire, lorsque les examens se tiennent, je ne sais pas si on a entendu dire un jour qu'on a déclaré un candidat décédé admis, ou alors qu'un candidat devait réussir. Peut-être. Non, un candidat décédé peut même être admis s'il a composé. Il a composé. Il n'a pas composé avant, il est décédé après. À l'office baccalauréat au Cameroun, c'est-à-dire on ne va jamais entendre qu'un candidat n'a pas fait de dossier, mais il est déclaré admis. Jamais. Alors d'où vient-il qu'aujourd'hui à l'ENAM, bien sûr, 1, 2, 3, 4 fois, je vous dis, ça ne se fait pas. Mon cher, avec tout le sérieux, on n'a jamais assisté à de tels cas. Jamais. Mais d'où vient-il qu'à l'ENAM, à chaque session, on va vous dire que il y a un candidat qui n'a même pas composé, qui est déclaré admis, ou alors, je veux pas revenir maintenant. Vous connaissez l'acronyme EEP? Non. ENAM EMIA Police. Vous ne connaissez pas? Non. Le commerce, c'est là-bas, c'est la magie. Le commerce, c'est là-bas, c'est le... on va vérifier. Aussi, je voudrais bien que Maître Basson aide quand même. Nous ne vous demandons pas de donner les noms, encore que je m'inscris contre cette partie. Je ne le ferai pas. Mais, lorsqu'il s'agit d'une structure ou d'une, comment dirais-je là, d'un poste précis de l'État,
où on parle de pratiques de corruption telles, donner le nom déjà de la structure pour que Info TV, qui est quand même une chaîne éducatrice et à même de sensibiliser, puisse interpeller et dénoncer cette approche. Je ne veux pas dire parce qu'on a des magistrats qui font telle pratique. Ne donnez pas le nom de magistrat, mais dites-nous dans quel tribunal on assiste à de telles pratiques. Je peux même donner... Lisons quelques messages de téléspectateurs encore. Bonjour les démineurs. Ce que c'est, vous l'avez dit Bernard Basson, dit là est purement vrai. Ils sont nombreux aujourd'hui en activité, ces magistrats, dont l'incompétence est ressentie lorsqu'il faut rédiger les conclusions d'une décision de justice. Parfois, il faut attendre des mois pour avoir une expédition de justice, tout simplement parce que le magistrat en charge n'a pas encore rédigé. Notre pays va très mal. C'est Thomas Tan depuis Douala qui envoie le message. Bonjour Perfecto. Le professeur... Qu'est-ce qu'il dit là? Que le professeur et toi, c'est qu'il dit, ça a toujours été ainsi. C'est une école de reproduction des grands, tout simplement. Sur 100, il faut environ 5% de méritants. Quand vous réussissez à voir les responsables, ces derniers vous préviennent que le succès de votre enfant dépend du niveau de palier des grands. Exemple, si les plus grands placent les leurs, on supprime tout simplement les interventions des petits DG. Et suivez mon regard. Jules depuis Bolova. Alors, bonjour Perfecto, l'honorable Joshua aussi a dit qu'il fallait supprimer cette école. C'est tout dire. Autre message rapidement, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour parfait, il y a tous tes panélistes. Je ne sais plus quel qualificatif te donner car tout est dit. Y a-t-il un mot plus parfait que... Y a-t-il un mot plus parfait que parfait? La pertinence des sujets de ce jour le démontre. Je suis d'accord, monsieur et toi, que le Cameroun est malade de sa gouvernance. Je te transfère la liste des projets qui devaient se réaliser, mais qu'aujourd'hui rien n'est fait. La corruption est désormais inscrite dans l'ADN de nos décideurs. C'est Antoinette Tangana qui envoie le message. C'est Madame Ekwan que nous recevons parfois ici. Bonjour, brave dame. Bonjour, parfait à ici et à tout le panel. Les montants sont connus. Cycle A, régie financière, c'est 15 millions. Cycle B, régie financière et administration générale, c'est 10 millions. Et magistrature, c'est 20 millions. C'est cela, c'est connu de tous. Par ailleurs, parfait, ils ont déjà contourné la méthode de faire réussir les absents. Vous êtes en salle et vous voyez certains candidats dormir jusqu'à ce que l'épreuve se termine. Et va juste déposer et signer. C'est Brésil, depuis la ville de Soie, qui envoie le message. Bon, vraiment, mon ami Brésil, avec les taux que vous donnez là, qu'il faut débourser, selon les filières, nous n'avons aucune preuve de ce que vous dites, et donc on mettra des gros guillemets. C'est pourquoi même s'il n'est pas parfait que le message de Brésil peut peut-être relever non seulement du fait que Brésil peut avoir été candidat plusieurs fois, et dans certaines écoles de formation, d'écoles de prépa, voilà comme on les appelle ici, tous ces détails reviennent de temps en temps. Bien sûr. Si on est des écoles, on trouve soit au plateau à Teming quelque part là, au château. Allez, voilà, on va vous dire que mais ces enfants qui encadrent sont parfois des couloirs de transmission. Donc ces écoles de préparation au concours, par moment, comme vous dites, sont des écoles qui sont en connexion. Ici, laissez-moi vous révéler quelque chose. École de prépa pour rencontrer des gens qui ne travaillent nulle part eux-mêmes. Voilà. Qui sont formateurs pour la préparation au concours. Ils sont en fait des envoyés de ceux qui doivent vendre les places. Allez prospecter. L'année dernière, moi, j'ai une amie dont je tairai toujours le nom, qui a déboursé 20 millions pour la magistrature. Elle a échoué. Une amie à vous? Oui. 20 millions? 20. Ce sont ses proches qui ont payé. Incroyable. 20. Elle a échoué. Perfecto. On peut épiloguer ainsi chaque année au sujet des scandales de l'ENAM. Mais ce sera toujours un débat de plus. Si la corruption et l'enrichissement illicite dans ce pays devient un crime véritablement réprimé, vous verrez que l'engouement des Camerounais pour l'ENAM diminuera. Vous êtes d'accord, Alain Douk? Oui, parce que moi, comme solution à ce problème, il faut déjà un démantèlement de cette école, puisque nous sommes dans une dynamique de la régionalisation, appelez-la comme vous voulez, ou de la fédération, je ne sais pas moi quoi, ce qu'on voudra bien produire par la suite. Il faut que chaque entité régionale ait son école. Et là-bas,
faut qu'on valorise et crédibilise la méritocratie. Ce n'est pas simplement après le bac ou, je sais pas moi, après la licence qu'on vient postuler. En réalité, il faut des critères objectifs qui commencent dès le secondaire. C'est-à-dire qu'on doit voir comment on a été parmi les meilleurs, on a eu une certaine moyenne depuis une certaine classe au secondaire. C'est-à-dire qu'on est toujours parmi les meilleurs. C'est-à-dire qu'on va contrôler le livret, comme on dit, le livret scolaire. Ça se fait déjà pour d'autres concours, notamment Polytechnique. À l'ESTIC? Oui, on contrôle ça. Est-ce qu'il était déjà, depuis le secondaire, on prend les meilleurs, on prend le livret de première. On doit avoir une objectivité. Voilà. Donc, là, quand on fait le concours et il y a des résultats, tout le monde ferme la bouche. Puisque quand tu me vois, tu sais que même au lycée, j'étais devant toi. Tu ne vas pas venir me dire que parce que j'ai réussi le concours. Le jeune homme qui a vu son nom être effacé là, vraiment, ce qui nous amène à parler aujourd'hui. Moi, je vais dire, premièrement, sur le plan juridique, il a beaucoup de voies de recours. D'abord, j'écarte ça parce que tu ne peux pas être admis par une décision. Il a vu son nom effacé comment? Oui, son nom est sorti par une décision administrative et un communiqué. Le maire à l'écart considérait que c'était une erreur. Une erreur qu'il a réussi. Oui. Il n'a pas le bon nom. Parfait, ici, parallélisme de forme. C'est ce qui te fait, qui peut te défaire. Sur le plan, le JA est compétent, on attaque. Deuxièmement, il y a aussi que nul ne peut se prévaloir de sa propre stupidité. Tu ne peux pas dire que moi, j'ai fait une erreur. Je t'impute la conséquence de mon erreur. Comment? Si l'école a commencé aujourd'hui lundi, que là, ça s'assoit là-bas. Pierre Blériot, si c'est moi, vous allez m'enlever là-bas même à l'Ocatépia, je ne pars pas. Pierre Blériot, Bernardo a pris un fait. Selon lui, une amie à lui qui a déboursé 20 millions l'année dernière pour entrer à l'ENAM et elle a échoué. Entre-temps, est-ce que ce n'est justement pas la preuve de ce que vous qui allez donner de l'argent à l'ENAM, on n'y entre pas parce qu'on a donné de l'argent? Vous voulez la suite? Non, mais la suite, c'est quoi? Elle a porté plainte? Non, je vous dirai après l'émission. Parfait, ici. Oui, Blériot. Je comprends que notre société est terriblement malade. Si une famille peut réunir 20 millions, cette famille pourrait devenir riche sans avoir envie de mettre un enfant à l'ENAM. Cela signifie qu'on ne vivait pas dans ce pays. Si un qui sort là-bas de l'ENAM, on a parlé de régie financière là-bas. C'est le fonds de commerce. Blériot, tu as vu certains garçons qui sortent de l'ENAM au bout de 3 ans, c'est qu'ils deviennent, au bout de 3 ans, c'est qu'ils deviennent. C'est le fonds de commerce, c'est l'investissement de ce Yémek. Vous savez ce que 20 millions font dans l'agriculture au bout de 3 ans? Si, c'est le fonds de commerce. Voilà pourquoi beaucoup sont des commerçants dans leur... L'agriculture, c'est pénible. L'agriculture, c'est pénible. On a fait comprendre aux gens qu'en réalité, c'était un enjeu majeur. Le péage, investir dans l'agriculture. Et quand on va... Quand je vais bloquer les poches de corruption au produit de l'ENAM, ayant pris la tête du pays, ils vont faire comment? Les gens ne vont plus aller à l'ENAM. L'argent qu'ils auront déboursé. Vous sortez et puis vous ne pouvez pas voler. Ils ne vont plus aller à l'ENAM. Dès qu'ils vont constater, dès qu'ils vont constater que vous avez fermé les robinets, personne ne va plus présenter à l'ENAM. D'accord. On va démanteler cette école. Bon, finalement, sortons par esquisse de solution. On met les guillemets. Docteur et toi, doit-on d'abord fermer l'ENAM? Fermer l'ENAM, parfait. Je crois que c'est une très bonne question. C'est une bonne question, même s'il est vrai qu'elle est orientée d'après vous. Mais je dis, en fait... Moi, tu le sais. Si. Parce qu'en fait... On n'a plus le temps. Oui, la formation parfaite, comme vous savez. Allons-y en 30 secondes. Dans nos écoles, pour ce qui est de la formation des enseignants, vous savez bien que le gouvernement est en train de réduit de plus en plus le nombre de places. Mais d'où vient-il que l'école qui est à côté, à savoir l'ENAM, lorsqu'on lance un concours ces dernières années, c'est au moins 80, 100 places, voire plus. Alors qu'en fait, dans les ENS, je vous dis, il y a moins de 2 ans, c'était 5 places, 6 places, maxi 10. On a réduit. C'est les mêmes fonctionnaires qu'on forme à gauche et à droite aussi. Mais pourquoi cette attraction, cette augmentation du côté de l'ENAM? Il faut dire que, sans revenir sur les multiples raisons qui ont été relevées par les copanélistes, le gouvernement devrait simplement, nous proposons que l'ouverture des concours, qu'on marque un temps d'arrêt, primo. Secondo, maintenant, nos administrations sont constituées de beaucoup de cadres et hauts fonctionnaires. On pourrait bien se servir de l'ENAM, de la politique de formation ici, en admettant ces travailleurs déjà pour soit des cycles de reformation, de recyclage, afin d'accéder progressivement aux commandes et à la gestion de certaines affaires. On n'est pas obligé de prendre toujours par... C'est-à-dire, on peut combattre cette corruption en évitant de prendre ceux qui n'ont même pas de matricule, c'est pas chercher.
C'est la fin de ce programme. On dira merci au docteur Georges Étoile Yono, enseignant d'université. Merci à Alain Douk, journaliste. Merci à Pierre Blérugnamet, consultant. Et à notre invité permanent, Bernardo Basson. Le journal de la mi-journée intervient dans 6 minutes très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci,